son avis au docteur Kierzek, à notre ami Gérald. Gérald, vous, ça vous a fait bondir. Ça vous a fait bondir, cette affaire de confinement pour les malades obligatoire. Pourquoi ? Et de contraintes, parce que là, on est en train de parler d'hôtels, mais il s'agit, c'est pas des hôtels, ça s'appelle des prisons sanitaires ou ça s'appelle des bracelets électroniques. Alors, le joli mot, ça sera bracelet connecté. Mais la réalité, c'est qu'on va contraindre des gens, des malades, comme des délinquants. Donc, on transpose finalement le malade. Et pour nous, médecins, un malade, c'est un malade. On doit l'accompagner, on doit le soigner, on doit l'informer, on doit le convaincre, mais on ne doit pas en faire un délinquant, on ne doit pas le dénoncer. Donc, on voit bien qu'on glisserait en termes de liberté sur quelque chose qui ne s'est jamais vu en médecine. Il y a uniquement dans les soins psychiatriques, quand quelqu'un est dangereux pour lui ou pour autrui, on peut le contraindre à l'hospitalisation. Mais pour une maladie infectieuse, Eric Combe le disait, même pour la tuberculose, on ne le fait pas. Et c'est souhaitable de ne pas le faire. Donc ces prisons sanitaires, évidemment, ça ne servirait à rien. Ça serait un glissement de faire du malade un délinquant. Et la troisième chose, c'est que depuis des années, on défend le concept de consentement aux soins, avec la liberté, le droit des patients de ne pas être discriminés. Prenez l'exemple des séropositifs au VIH. Depuis des années, on dit qu'il ne faut plus qu'ils soient discriminés, il ne faut plus les pointer du doigt. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour le Covid? On serait en train de balayer tout ça, ce droit fondamental des patients, pour en faire des délinquants, pour en faire des malades qu'on va stigmatiser. Donc c'est extrêmement dangereux. Gérald, c'est pas un cas de force majeure? Mais cas de force majeure, pourquoi? À titre individuel, cette maladie, c'est 99% des gens qui vont guérir, 1% qui vont avoir des complications. Tester, tracer, isoler. On a été incapable de tester et de tracer. Et donc, on va faire reposer la seule responsabilité où on va culpabiliser les patients en disant c'est de votre faute et donc on va vous mettre en prison sanitaire parce qu'on a été incapable de tester et tracer. Testons correctement avec des tests antigéniques rapides. Comme ça, les gens auront un résultat. Je vous garantis que mes patients, quand on leur dit qu'ils sont positifs, ils n'ont pas envie de contaminer leur entourage. Et ils s'isolent dans une chambre, ils mettent des masques, ils sont beaucoup plus responsables quand ils ont le résultat du test rapide. C'est clair, quand on met 3 jours ou 4 jours avant d'avoir un résultat parce qu'on a été incapable de donner un test plus rapide, eh bien les gens, ils ont contaminé autour d'eux. Mais non pas par volonté de contaminer, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas la réponse. Et c'est pareil pour le tracing. On a été incapable de tracer parce qu'on n'a pas ces tests rapides, tests PCR rapides aussi qu'on pourrait faire avec les laboratoires. Et donc là, on est en train finalement de faire reposer toute la responsabilité, toute la culpabilisation sur les malades. Et je reprends les propos de Gérard Miller qui disait il y a les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Là, il y aurait des bons malades et des mauvais malades. C'est insupportable sur le plan éthique et sur le plan déontologique. Et je pense que ça serait une dérive, même si c'est un cas de force majeure. Et je pense que le Covid n'est pas un cas de force majeure, parce que maintenant on sait mieux traiter cette maladie et surtout on ne s'est pas donné tous les moyens de tester, de tracer efficacement. Merci Gérard. Nous avons l'arrivée à l'instant du professeur Didier Raoult, applaudi d'ailleurs à son arrivée à Bordeaux devant la commission disciplinaire de l'ordre des médecins. Didier Raoult, donc, qui arrive comme prévu et qui va devoir s'expliquer devant le Conseil de l'ordre pour manquement à la déontologie. On se souvient que plusieurs plaintes avaient été déposées et que le professeur Raoult a toujours contesté, évidemment, avoir manqué de déontologie. C'est ce qu'il nous disait il y a encore quelques jours sur BFM TV. Mais le professeur Raoult va maintenant s'expliquer devant ses pairs, devant le Conseil de l'ordre. Ça se passe à Bordeaux, d'ailleurs. L'audience a été délocalisée. C'est mieux d'ailleurs, professeur Frédéric Adnet, que ça ne se passe pas à Marseille, parce que ça vient de Marseille, hein. Les plaintes viennent de Marseille, hein. Il faut le rappeler. Oui, je pense que c'est normal, hein. C'est une affaire extrêmement sensible, soulève des passions, donc il est normal que ce soit délocalisé dans un endroit, on va dire, qui est plutôt neutre. Oui. Professeur Didier Raoult, bonjour. Où en est l'épidémie et où en est l'épidémie notamment de ce variant Omicron? Bien, d'abord, effectivement, ça sera la dernière vidéo que je ferai de l'année 2021, donc elle va être assez complète. On va passer en revue l'ensemble des éléments d'épidémiologie, les variants, les traitements, les attaques dans l'IHU, a été la victime, et on va passer tout ça en revue. Sur le plan de l'épidémie, ce graphique qui est sorti de World in Data, que je vous conseille de regarder, vous avez la référence ici, vous voyez que la cinétique de cette épidémie dans le monde, par définition est une pandémie, est totalement imprévisible. Il y a des pics, des hauts, des bas, ça s'arrête dans un endroit, ça repart dans l'autre. Tout ça est très difficilement prévisible. On n'arrive pas à mesurer là-dedans, d'ailleurs,
quelle est l'efficacité des mesures sociales? Est-ce que ceux qui ont fait de l'isolement marchent mieux que les autres? Est-ce qu'ils ont fait que ceux qui ont utilisé le masque plutôt que les autres ou pas utilisé du tout font moins bien, mieux? Je reparlerai du vaccin. Et donc, on a cette évolution de cette épidémie qui ne paraît pas du tout contrôlée dans le monde, et, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que cette épidémie n'est pas une épidémie simple. C'est pas un virus qui a circulé. Donc, si vous voulez, bon, je ne veux pas rentrer dans les débats de rebond par rebond. Il n'y a jamais eu de rebond. En réalité, il y a des variants différents. Et ces variants sont différents dans tous les pays du monde. Alors, Philippe Colson va vous montrer, il y a un site qui s'appelle Covariant. Voilà, qui s'appelle Covariant. Il faut taper Covariant SARS-CoV-2 dans Google et on tombe directement sur ce site. Voilà, qui vous permet de voir, pour les pays qui ont analysé les variants, ce qui s'est passé. Et donc, vous voyez, voilà, la France, on a eu notre premier épisode en mars-avril, et puis ça s'est arrêté. Cette première épidémie-là a disparu, et en juillet, on voit réapparaître une épidémie brutale, et cette épidémie commence en France, c'est le bleu clair. Elle commence en France, on s'est posé la question, dès le départ, on se doute que cette épidémie est une épidémie secondaire qui vient des visons. On voit des cas au Danemark et en Hollande, on se demande si c'est des cas importés du Danemark et Hollande. Finalement, on finit par avoir, après avoir beaucoup attendu la séquence des visons, et on voit que cette épidémie-là, qui est en bleu clair et qui va se répandre en Europe, cette épidémie est née en France, elle va disparaître en France, c'est une épidémie sur laquelle on appelle le Marseille 4, sur laquelle on travaille énormément, on a beaucoup de séquences avec Philippe Colson, et on est en train de comprendre ce qui se passe, mais incontestablement, au départ, elle vient de France, et les séquences que l'on va trouver chez les visons en France sont les mêmes, alors qu'on ne retrouve pas ces séquences de visons ailleurs. Donc c'est bien ça du Made in France, et qui va se répandre, qu'on va voir secondairement. Donc si on regarde le Danemark, on voit que ça commence plus tard au Danemark que chez nous, oui. Et la Hollande, ça commence plus tard que chez nous. Après, la deuxième grande vague épidémique, c'est celle de l'Espagne. Donc si on arrive à l'Espagne, qui doit être un peu plus haut, l'Espagne est en orange, vous voyez que pratiquement quand nous, on commence à avoir notre épidémie en bleu, eux commencent à avoir cette épidémie orange, nous, on va avoir quelques cas, on va les appeler les Marseille 2, en réalité, ils ont été publiés depuis dans Nature, et c'est cette épidémie-là. Cette épidémie va, elle aussi, se diffuser en Europe, pas nécessairement dans les mêmes pays. Vous voyez qu'en Suisse, par exemple, il y a la moitié d'Espagnols et la moitié de notre virus à nous, mais si vous regardez en Angleterre, eh bien, toute cette période épidémique va être due aux variants espagnols, que vous voyez ici en orange. Et puis, donc ça, c'est les deux grandes épidémies de cet été. L'épidémie espagnole et en Europe, hein, l'épidémie espagnole et l'épidémie française. Ensuite, il va y avoir cette épidémie rouge. C'est à partir de là que tout le monde va se rendre compte qu'il y a des variants. Et donc, on va appeler ça le variant anglais. Maintenant, on appelle ça le variant alpha. Et vous voyez que ce variant anglais va se répandre là, en Angleterre, et puis en Allemagne, au Danemark, en Suède, au Japon, c'est le premier qui va vraiment affecter le Japon, et en France, vous voyez que c'est lui qui arrive, alors qu'on avait, ce que vous voyez par ailleurs, c'est des Sud-Africains qui vont rester minoritaires, et donc on va avoir la même vague anglaise qui va arriver à ce moment-là. Ensuite, va commencer en Angleterre, pour ce qui concerne l'Europe, et on revient sur l'Angleterre, le variant indien, qu'on appellera Delta, il vient bien d'Angleterre, il va arriver chez nous d'une part d'Angleterre et d'autre part d'Inde, avec des marins indiens qui viendront à Marseille, et vous voyez qu'ensuite, quand vous regardez en France, eh bien, le troisième grand épisode de cet été, c'est le variant indien. Vous voyez, il s'agit d'épidémies successives dues à des virus différents qui arrivent et qui s'implantent différemment dans les pays, en fonction des pays, pour
des raisons que je comprends mal, qui sont liées à l'écosystème. Ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, quand on passe, vous voyez, en France, du 4 à celui d'Angleterre et l'Indien, sur toutes les données que nous avons, qui sont brutes de décoffrage, hein, la mortalité est de plus en plus faible. C'est-à-dire le 4 est le plus mortel, et puis ensuite le UK est moins mortel, et l'Indien est peu mortel. Donc c'est la situation de la mortalité liée à ces différents variants. Est-ce qu'on sait si aujourd'hui les vaccins nous protègent ou non du virus? Alors là, on va passer sur un autre site. Moi, je vous donne tous ces sites pour que vous alliez vérifier par vous-même. Ce qu'on vous dit, c'est pas inintéressant. Moi, je ne vous demande pas de me croire, parce que mon métier, c'est d'enseigner la science. Il y a les données que j'ai, celles qui ne sont pas encore publiées, vous êtes bien obligé de les croire ou pas les croire. Mais toutes celles dont je vous parle, vous pouvez les vérifier par vous-même. Moi, je suggère que vous ayez votre opinion par vous-même. Parce que les opinions, dès qu'il y a un interprète, dès qu'il y a un traducteur, vous savez, les Italiens disent ça depuis très longtemps, traducteur, trahisseur. Donc le mieux, c'est de regarder les données soi-même. Donc là, on regarde, vous voyez un autre site. Et donc ce site est le site de Johns Hopkins. Et c'est un site extrêmement intéressant que je vous recommande de regarder parce qu'il est troublant. Donc là, c'est la première page de ce site. Si vous tapez « Maintenant, c'est ce que vous allez voir », eh bien, il y a eu 8 milliards de doses vaccinales qui ont été injectées dans le monde. 8 milliards. Et donc, sur chaque tableau, vous verrez en rouge, c'est le nombre de cas diagnostiqués. Alors, bien sûr, ça dépend de l'ampleur des diagnostics que l'on a fait, des outils qu'on a utilisés. En blanc, c'est les morts. Et en vert, c'est les doses vaccinales. Et donc, vous voyez, il y a un moment où ça culmine à 300 millions de doses par jour. D'accord ? Donc, c'est colossal. Et vous pourriez me dire, mais alors, les 8 milliards, ils sont pas répartis d'une manière suffisante. En particulier, les pays pauvres en ont moins. C'est peut-être ce qui explique qu'il y ait toujours autant de cas. Mais si vous regardez la carte qui est au milieu, les points rouges, vous voyez, c'est les points où il y a eu le plus de vaccins. Donc, c'est les points où il y a eu le plus de vaccins, où il y a eu le plus de cas, quand même. Donc, il reste quelque chose, vous voyez, c'est des maladies d'écosystème, des maladies infectieuses. C'est pas 1 et 1 font 2. C'est très complexe. Et vous voyez, l'Afrique, qui a été très peu vaccinée, n'a pas beaucoup de cas, alors que l'Europe, qui a été très vaccinée, et les côtes américaines, qui ont été très vaccinées, ont toujours beaucoup de cas. Donc, si on regarde maintenant les différents pays, il y a des pays qui sont, les groupes des pays réagissent différemment au vaccin. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre l'épidémie, sauf que c'est un virus mutant qui il a l'air, au fur et à mesure que le temps passe, de diminuer de virulence. Mais l'effet des vaccins sur les différents pays n'est pas quelque chose que je comprends très bien. Il y a des pays dans lesquels, ceux-là, par exemple, on a l'impression... Alors, le vaccin n'a pas du tout bloqué l'épidémie. Donc, pour bloquer l'épidémie, il ne la bloque pas. Pour la mortalité, on a l'impression quand même que dans ces pays-là, la mortalité, par rapport au nombre de cas, est plutôt plus basse. Alors, donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y aurait... L'épidémie circule toujours autant, mais la mortalité est plus basse. Là, c'est le cas dans ces pays aussi. Vous voyez, la Belgique, l'Italie. Il y a des pays dans lesquels, en Grèce, par exemple, la vaccination n'a pas entraîné de diminution de la mortalité dans le pic actuel. Ça n'a pas marché. D'accord ? Dans l'Espagne, ça a plutôt marché. Dans ce groupe-là, vous voyez, c'est pareil. On n'a pas l'impression... en Norvège, pourtant, c'est des gens, vous voyez, très rigoureux, très sérieux. Au Canada, en Corée du Sud, on n'a pas l'impression que la vaccination ait eu un effet sur la mortalité, puisque même parfois les pics de mortalité sont les plus élevés qu'ils aient jamais eu, c'est après la vaccination. Donc c'est complexe à interpréter. C'est pareil pour le Portugal, qui avait l'air d'être tranquille, là, et puis hop, on fait la vaccination, on voit l'épidémie qui repart. Après, il y a un troisième groupe, ici, c'est des pays qui
avait, comme l'Australie, alors la Suède c'est très à part. La Suède réagit différemment dans tous les cas. La Suède n'a pratiquement pas de mesures sociales. Avec la vaccination, ça diminue, les deux diminuent, mais il n'y a pratiquement pas de mesures de confinement, de masques, etc. Ici, si vous regardez l'Australie c'est une île, comme vous savez, ils étaient relativement tranquilles, ils commencent à vacciner, c'est après le début de la vaccination que va apparaître la mortalité la plus importante et le plus de cas. C'est curieux. Vous regardez la Nouvelle-Zélande, c'est pareil, ils avaient 4 cas à peine, et ils commencent à vacciner, ils ont plein de cas, et ils ont des morts. Vous regardez Israël, ça c'est la campagne massive de vaccination, et vous savez bien qu'en Israël, il y a ça, ici maintenant c'est la 3e dose, on va voir si ça arrête les choses, ça arrête pas les choses, il faut avoir un peu de recul pour voir si là c'est pareil, il va se passer la même chose. Ici c'est le Pérou c'est le Pérou, et donc au contraire avec la vaccination ça arrête l'épidémie actuellement, on verra ce qui se passera ultérieurement. Et puis ici c'est l'Islande aussi, c'est de très bons élèves, l'Islande. Vous voyez, ils vaccinent massivement, plus de 85% de vaccination, hein, c'est considérable. Pouf, vous avez une épidémie qui repart. Et donc, tout ça, ça amène à dire quand même la vaccination, c'est compliqué. Voilà. Les vaccins qu'on a, c'est les vaccins qui sont ce qu'ils sont. Si nous, on regarde nous précisément ce que nous avons ici, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est extrapolable, mais de toute manière, on ne peut pas faire des généralités sur quelque chose qui est comme ça. C'est trop, il y a trop de divergences d'un endroit à l'autre. Hein. Donc il y a des pays dans lesquels il y a des couvertures vaccinales de plus de 85% avec 2 doses, qui font des épidémies. Il y en a chez qui ça s'arrête. Donc les choses sont compliquées chez nous. Le pourcentage des vaccinés augmente, mais le nombre de cas diminue. Donc le pourcentage de vaccinés augmente. Et ça reprend, si on prend maintenant du 15 juillet, c'est le moment où on a eu l'Indien. Hein, donc je vous ai dit quand même, les variants sont différents d'infectivité, de mortalité. Donc si on reprend l'Indien, vous voyez que la protection de la vaccination est de l'ordre de 43%. Alors, chez les gens qui se présentent ici, eh bien, ils ont un peu moins de 2 fois moins de chances d'être positifs s'ils sont vaccinés que s'ils ne sont pas vaccinés. Donc il y a une protection sur, au moins tel qu'on le voit nous sur nos données brutes, il y a une protection d'à peu près 1 sur 2 de l'infection. Après, pour l'instant, sur la mortalité, sur des phénomènes qui sont là aussi simples, oui, non, mort, pas mort, il n'y a aucune différence entre le fait que vous soyez vacciné et pas vacciné, Covid positif, pas Covid positif. Aucune différence significative. C'est 0,1%, on ne peut pas comparer les 0,1% entre eux. On ne peut pas dire, oui, c'est une maladie qui n'est pas très mortelle. On est inférieur à 0,1%. Donc avant de comparer des situations quand vous êtes à 0,1%, c'est un peu compliqué quand même. Donc ça, si on ne sélectionne pas des sous-groupes de malades dans lesquels on dit je prends juste ceux-là parce que chez ceux-là, je vais réussir à montrer une différence avec des petits effectifs. C'est-à-dire si on prend tout le monde, on voit bien que la mortalité globale des gens qui passent ici pour se faire diagnostiquer, et ces données, c'est pas nous, encore une fois, je vais en revenir dessus, c'est les données de l'INSEE, c'est pas nos données, hein, je reviendrai dessus, parce que comme tout le monde dit n'importe quoi actuellement, sur les travaux que nous faisons, je vais réexpliquer ça. Et qu'en est-il de l'hydroxychloroquine ? Sur l'hydroxychloroquine, encore une fois, il y aura un mystère qui se résoudra. C'est comment tout le monde s'est laissé aller à considérer que l'hydroxychloroquine était un médicament toxique. Moi, j'ai trouvé par hasard récemment, hein, c'est pas parce que je cherche à comprendre pourquoi les gens réagissent de cette manière-là. J'ai reviewé un papier dans lequel les gens interrogeaient les médecins praticiens, les praticiens hospitaliers, sur le fait qu'ils avaient utilisé ou pas l'hydroxychloroquine. Alors, il y avait des infectiologues, il y avait des gens spécialistes en médecine interne, il y avait des rhumatologues, dans le cadre du Covid. Hein.
Et donc, ils ont interrogé, et il y avait à peu près la moitié des praticiens hospitaliers qui ont utilisé l'hydroxychloroquine jusqu'au jour où est sorti l'article du Lancet Gate, et où le ministre et l'OMS ont dit il ne faut pas l'utiliser. Et après, ils n'ont plus utilisé. Et c'est intéressant parce que c'est des gens, c'est la conclusion que faisait l'article, mais c'est pas le préprint que j'ai vu, c'est pas l'article définitif, on va essayer de changer, c'est tous les gens qui avaient l'habitude d'utiliser l'hydroxychloroquine, en réalité, ont utilisé l'hydroxychloroquine sans jamais penser que ce truc était toxique. Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, vous voyez, sur cet article que j'ai trouvé là, mais la semaine dernière, en regardant dans la bibliographie, vous voyez, c'est un article qui est fait par un groupe de Français. Vous avez là tous les internistes français, y compris des gens qui ont écrit après que c'était épouvantable, que ça ne marchait pas, que c'était affreux, etc. Vous voyez, et vous avez Delfrécy dedans, voilà, qui a publié sur 600 personnes qui ont été traitées par l'hydroxychloroquine en rhumatologie. Il ne parle jamais une seule fois d'arrêt cardiaque. C'est publié en septembre 2020, ça. Hein. Après qu'on a dit que l'hydroxychloroquine tuait les gens. Et Delfrécy, au milieu de ce groupe d'internistes, avait déjà publié en tout 5 publications sur l'hydroxychloroquine, sans parler des effets cardiaques. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de tous ces gens? Et les gens, alors que, encore une fois, on a donné en 2019 32 millions de pilules d'hydroxychloroquine, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de gens qui aient donné? Vous êtes sûr que c'est vrai, ça? C'est pas possible, on a tellement prescrit ça, on en a tellement donné. Attendez, vous êtes sûr que c'est vrai, cette histoire? Vous voyez, y compris, quand même, celui qui est le patron du Conseil scientifique national, quand même. Si là-dedans, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'étrange, je ne sais pas ce que c'est, l'affolement, le fait de ne pas vouloir contredire, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, on ne peut pas se contredire à ce point, comme ça, 5 publications internationales rapportant une centaine de cas, sans rapporter d'accidents cardiaques, et d'un coup, croire qu'il y a 10% d'accidents cardiaques avec l'hydroxychloroquine quand on traite les gens qui ont un Covid. Enfin, c'est extrêmement étrange. Donc nous, en plus, sur l'hydroxychloroquine, je suis content, parce que la guerre contre l'hydroxychloroquine, je ne suis pas la seule victime de ça. Le type qui est le meilleur tropicaliste au monde, vous pouvez regarder, là aussi, sur Google, vous regardez Google Citation, Nick White, c'est écrit comme blanc en anglais, et puis vous regardez, c'est le spécialiste de médecine tropicale le plus cité du monde, qui a le plus grand H factor, et qui travaille depuis très longtemps en Thaïlande, qui travaille en Afrique, et qui, en tropicaliste, a travaillé sur le paludisme, et donc qui connaît très très bien la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Il a développé avec le Wellcome Trust, qui est une maison très sérieuse, une évaluation de la chloroquine et de l'oxychloroquine en prophylaxie. Et il a protesté récemment que l'OMS écrivait qu'il n'y avait aucune évidence de ça, alors qu'ils n'ont pas les données pour pouvoir analyser ça. Mais Nick White vient de terminer son étude. Il rendra les résultats de son étude au premier trimestre de l'année prochaine. Et là aussi, on verra bien si entre la réalité des évaluations, et il l'a fait comme ça, les spécialistes de la randomisation sont contents, une étude randomisée, on verra bien si on a un effet prophylactique ou si on n'a pas un effet prophylactique, parce qu'on continue à avoir besoin de quelque chose qui soit un peu plus efficace en termes de prophylaxie, même si le vaccin joue un rôle. Donc il faut essayer d'avoir des armes supplémentaires. Pour nous, ce qui nous concerne, on a eu l'occasion, je reviendrai dessus, d'avoir une visite de la NSM, c'est-à-dire de la sécurité des médicaments, à la suite d'une diffamation envoyée par des gens d'ici, hein, donc qu'on poursuivra à Mediapart sur le fait qu'on ferait des essais sauvages sur la tuberculose, ce qui nous a permis de montrer qu'il n'y avait aucun effet sauvage sur la tuberculose, ça c'est bien clarifié, qui leur a permis de regarder en détail tous nos processus d'éthique, et ils n'ont pas trouvé de choses à redire, ce qui nous permettra d'alimenter nos dossiers contre Mme Bic, qui n'arrête pas de dire qu'on ne respecte absolument pas l'éthique, et toute cette inflammation de la presse à ce niveau-là. Et puis, en discutant avec ces autorités, j'aurais dit, mais écoutez, nous, nos données sur l'hydroxychloroquine, elles sont très simples, elles sont transparentes. C'est-à-dire que tous les diagnostics sont enregistrés dans un système informatique national qui s'appelle CIDEP. Tous les gens qui ont été pris en charge ici sont pris en charge dans le cadre de l'assistance publique pour lequel il y a des dossiers sur un système informatique qui s'appelle Axigate.
Tous les traitements qu'on leur a donnés sont des traitements qui sont accessibles par une banque de données qui est indépendante de nous, qui peut regarder si les gens ont reçu l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, c'est la pharmacie. Quant à l'évolution, tout le monde peut regarder ce qui se passe à l'INSEE, qui est bien entendu une banque de données qui est aussi indépendante de nous. Donc voilà 4 banques de données qui sont totalement indépendantes de nous. Il suffit de les croiser pour voir si les gens qui ont eu de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, qui ont un diagnostic de Covid, meurent plus ou meurent moins. Moi, je connais ce résultat. C'est accessible à tout le monde. Il suffit de faire une étude sur ces banques de données. Moi, je serais content que ce soit l'État qui le fasse. Si ce n'est pas l'État qui le fasse, on m'a suggéré de différentes sources de créer un comité international pour qu'il puisse regarder les données brutes et les analyser. Peut-être qu'il faut demander ça à un cabinet d'audit comme McKinsey, je ne sais pas, pour qu'on arrête de raconter des bêtises avec le nombre de cas que l'on a traités ici, plus de 30 000. Vous savez, les choses sont très très simples. Ça se voit à l'œil nu. S'il y avait eu 10% de morts de 30 000, vous savez quand même, les gens à Marseille ne me parleraient pas, ne m'applaudiraient pas dans la rue, hein, je vous le dis. Donc, c'est des choses qui sont simples à vérifier. C'est pas la peine de jaser. Vous voyez, malheureusement, là, les gens sont plus sensibles à la diffamation qu'à l'analyse qui prend plus de temps et qui est plus difficile. C'est de la science. Mais moi, je ne souhaite que ça, que l'on vienne regarder la science. Quant aux gens qui jasent sur, écoutez, vous n'avez pas les mêmes taux pour considérer que quelqu'un est négatif que tel ou tel laboratoire, bien sûr, c'est comme ça dans tous les laboratoires. C'est ce qui s'est passé dans toute cette épidémie. Chaque laboratoire, c'est même la loi, détermine les conditions dans lesquelles il rend qu'un résultat est positif ou négatif. Nous avons depuis le début exactement le même taux de positivité pour la PCR qui est 35, parce qu'on a regardé les courbes, on a dit c'était 35, on a vérifié après en faisant des cultures virales, personne n'a fait autant de cultures virales, et ce que nous avons dit, tout le monde le reprend. Un très bel article de Bernard Ascola sur je ne sais pas combien de milliers de souches corrélées au CT. On dit voilà, ces CT-là, ça correspond, quand on est à 35, c'est à partir du moment où c'est tout négatif en culture. On est à 34, on est encore, je ne sais pas combien, 20% peut-être de positif. Donc voilà la situation. Tout ça est simple et clair. Après, simplement la médisance ou la volonté absolument de trouver que on ne fait pas notre métier, quand les autres ne le font pas. C'est une chose qui est si répandue que... voilà. Mais c'est extrêmement facile de voir ce qu'on fait. Il suffit de venir regarder. Toutes ces sources-là sont à disposition de l'État. L'État les a. L'État n'a qu'à regarder plutôt que de dire des bêtises. Il faut regarder ça. Voilà. Et quand ils viennent, je suis assez content. Dans ma vie, on m'a souvent envoyé des inspections, très souvent pour me nuire, avec un a priori que nous n'étions pas sérieux, que nous ne faisions pas bien. Et je n'ai pas eu d'ennui avec les missions. La seule qui était, c'est une mission vraiment qui était à charge. Je m'étais assuré avant qu'elle puisse être contradictoire, c'est-à-dire que ce qui est normal, c'est-à-dire que vous puissiez, comme n'importe quelle conception du droit, il faut que vous puissiez répondre quand on vous accuse. Et donc, à l'intérieur de ça, il y avait quelques étudiants. Il y avait des étudiants qui avaient fait un appel à la délation à tous les étudiants qui étaient passés chez moi, un étudiant et un syndicaliste, qui avaient fait un appel à la délation. Ils ont réussi à trouver une dizaine de bonhommes. Et du coup, les autres étudiants qui ont été choqués par ça ont fait une pétition dans laquelle il y avait, je ne sais pas, 160 ou 180 personnes. On a fait un vote ensuite des représentants, on a gagné à 97%. Donc vous pouvez toujours trouver, dans une situation comme celle-là, qu'il y en a quelques-uns qui sont mécontents. Vous savez, ici, il nous est passé 4000 étudiants depuis qu'on a ouvert. Alors si les 4000 étaient contents, c'est qu'on a une baguette magique. Comme vous le savez, je n'ai pas de baguette magique. Donc il y en a qui ne soient pas contents, je comprends bien. C'est bien, si on finissait par avoir 30 à 40% de gens qui étaient mécontents, on commencerait vraiment à dire non mais il y a des trucs, il faut changer complètement. C'est pareil sur les publications. Si vous avez trouvé qu'il y a 2 à 3% d'erreurs dans les publications parce qu'on s'est trompé de numéro ou parce qu'on a oublié de mettre un truc, écoutez, c'est juste la vie, ça. Hein, donc il ne faut pas se rendre fou en se disant regardez là et là. Après, quand sur les publications, Mme Bic dit que je suis un néocolonialiste, alors ça, on sort de l'analyse scientifique pour rentrer dans l'insulte brutale. Et surtout moi, je ne suis pas susceptible de me faire traiter de néocolonialiste. Donc depuis qu'elle sait que je portais plainte, elle l'a enlevé. Et bien entendu, j'ai des photos d'écran de ça, de ce qui a été écrit. On ne peut pas faire ça. Donc il y a une haine qui se développe là, dont je connais les ressorts, parce que malheureusement, je connais les ressorts humains.
qu'il faut arrêter, mais bien sûr, on se défend. Il y a eu des tentatives assez amusantes, d'ailleurs, de nous empêcher de nous défendre, qui sont arrivées avec notre nouveau directeur général, là, qui voulait nous empêcher qui voulait empêcher la Fondation de couvrir les insultes couvrant l'IHU. Ceci s'est réglé, d'ailleurs, dans le cadre d'un conseil d'administration qui, pour le moment, était apaisé et qui a fini par demander à M. Schweitzer de superviser avec le conseil scientifique le choix de mon successeur qui prendra place a priori en septembre 2022. Donc pour bien clarifier les choses, moi j'avais plusieurs casquettes, je suis toujours directeur de l'IHU jusqu'à ce que je sois remplacé. C'est la présidente de la fondation, Mme Obadia, qui décide de qui est le nouveau directeur ou qui est le directeur après avoir demandé un avis consultatif au conseil d'administration. Ce n'est pas le directeur général de l'assistance publique. À côté de ça, j'étais professeur des universités, je deviens professeur de l'université émérite, et j'étais praticien hospitalier. J'aurais pu être prolongé comme praticien hospitalier jusqu'à l'âge de 72 ans, ce qui aurait rapporté à peu près 2 millions d'euros par an à l'assistance publique. Ce directeur me déteste tellement qu'il a trouvé que c'était mieux que je ne sois pas à l'assistance publique, quitte à ce que l'assistance publique perde de l'argent. C'est son droit, il avait le droit de signer ça. Il a signé, c'est sa responsabilité. Ce qui ne veut pas dire que si ce directeur s'en va, le prochain directeur ne me reprendra pas comme praticien hospitalier. Est-ce que c'est contractuel? On verra bien. Voilà. Ensuite, pour remettre les choses en perspective, je crois qu'il est très important, et donc Philippe Colson va faire ça, de nous mettre sur Euromomo. Euromomo, là aussi, vous pouvez le consulter, c'est un site européen qui mesure la mortalité. Alors là, vous voyez, c'est la mortalité de tous les pays d'Europe. Vous voyez, et donc il s'est passé quelque chose. Vous voyez, la ligne rouge, c'est comme la ligne jaune, c'est quand vous avez dépassé ce qui se passait. Et vous voyez, on a dépassé en 2017, on a dépassé en 2018, on a moins dépassé en 2019. Donc il faut un peu se méfier des comparaisons qui ne portent que sur 2019, qui était une année où il y a une surmortalité très basse parce que les épidémies respiratoires ont été moins sévères, moins embêtantes. Et puis, il y a 2020, qui est une mauvaise année, avec un pic au début de l'année, qui est la première épidémie, et puis les autres épidémies. Et vous voyez que sur 2021, on verra à la fin de l'année, mais la différence entre 2021 et 2018 ne sera pas réellement significative. On le verra. Ensuite, passons en dessous, vous voyez, l'âge, vous voyez, quand vous regardez l'âge au début, vous voyez que il n'y a pas eu de surmortalité du tout chez les 0-14 ans, ni chez 15-44 ans. Ça n'a jamais franchi la ligne rouge, sauf dans un tout petit point. Et donc, c'est ensuite que ça commence à être marqué. Et vous voyez, entre les 45-64 ans, vous voyez qu'il y a eu, si on pointe sur les pics, là, vous voyez, il y a eu 10 000 morts ici supplémentaires, ce qui était significatif par rapport à ce que vous regardez ici en 2018, où le pic était de 10 263. D'accord ? Il y a une différence parce que c'est étalé dans le temps. Et vous voyez, c'est pas, par rapport à ce qui s'est passé en 2018, ce n'est pas des choses gigantesques. Après, c'est plus important, donc jusqu'à 64 ans, c'est plus élevé, mais c'est des choses qui n'étaient pas extraordinairement différentes de ce que nous avions vu jusque-là. Après, c'est différent quand on passe au plus de 65 ans. Plus de 65 ans, si M. Colson pointe, vous voyez, sur les pics, vous voyez que là, on est à 16 000, alors qu'en 2018, on était à 14 000. Donc, ça fait une différence qui commence à être importante. Après, si on passe au 75-84, vous voyez que le pic, là, il est de 31 000 morts dans cette de surmortalité comparé à 26 000. Et puis, si vous passez au plus de 85, eh bien là, vous voyez que vous êtes à 48 000 morts comparé à 40 000. Il y avait déjà beaucoup de morts. Tous les ans, il y a beaucoup de morts au-dessus de 85 ans. Et là où la différence est le plus marquée, c'est dans ces âges extrêmes, c'est-à-dire les plus de 75 ans. D'accord ? Donc ça, c'est la mortalité. Donc vous voyez que la mortalité, il faut rester raisonnable. On n'est pas là dans une situation
La population française a grandi d'ailleurs en 2021, il y a plus de monde qu'en 2020. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un trou démographique qui s'est passé. C'est embêtant et il faut se cibler sur les gens qui meurent. C'est eux qui meurent, vous voyez, c'est les gens de plus de 65 ans qui meurent. Et plus ils sont vieux, plus ils meurent. Et il y a d'ailleurs un résultat qui est assez satisfaisant quand on regarde les données de l'INSEE. Moi, vous savez, à la différence des autres, ça, je regarde tous les jours. Je regarde Euromomo, je regarde le John Hopkins, et puis je regarde les données de l'INSEE qui mesurent. Et donc, c'est très intéressant, c'est qu'il y a une diminution de la surmortalité des gens de plus de 85 ans. C'est intéressant. Alors que jusqu'à maintenant, c'était eux qui mouraient plus que la moyenne. Maintenant, ils meurent moins que la moyenne. Et donc, il y a deux hypothèses pour ça. Moi, j'avais testé l'hypothèse de la moisson, c'est-à-dire il y a eu tellement de morts de plus de 85 ans, on a vu que finalement, le nombre de morts de personnes de plus de 85 ans a diminué, et donc il ne peut pas en mourir autant. Ce qui est quelque chose qui est logique, qui a été évoqué plusieurs fois. Mais en réalité, c'est pas vrai, parce que des gens de plus de 85 ans, il y en a qui arrivent aussi. Qui arrivent à 84 ans, ils ont 85 ans maintenant. Donc l'effet moisson n'est pas si simple que ça. Moi, j'interprète ça comme étant le fait d'une efficacité des mesures sociales. Vous n'entendez pas souvent dire qu'il y a une efficacité des mesures sociales. Pourquoi ? Parce qu'on a des données de l'INSEE qui montrent que pendant 2020, la moitié des morts sont morts en EHPAD. D'accord ? Et il y a un contrôle là sur les EHPAD qui est bien fait. C'est-à-dire que pour aller dans les EHPAD, il faut avoir des tests négatifs et que donc vous ne pouvez pas arriver avec un test positif. Il y a eu quelques cas d'épidémie dans les EHPAD que nous avons eus, qui n'avaient pas, pour des gens qui ne s'étaient pas détectés. Et donc, bien entendu, si, même avec la vaccination, parce que la vaccination, elle marche ce qu'elle marche, vous voyez, en plus, elle ne marche pas très bien chez les sujets très âgés, il y a une vraie protection, une vraie barrière qui s'est mise, et donc on a transformé les EHPAD en une espèce d'îlot où on contrôle les gens qui viennent à l'intérieur, et du coup, on a une mortalité plus basse chez les sujets très âgés, et ça, c'est un point qui est très efficace et qui est très fonctionnel. Donc, pour ça, on peut dire que les mesures gouvernementales qui ont été prises sont fonctionnelles. Il ne faut pas dire que je dis jamais de compliments sur les mesures gouvernementales d'ordre social. Ça marche bien. Et qu'en est-il du harcèlement dont vous avez été l'objet ? Alors, écoutez, c'est l'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, donc je sais bien que l'excès de notoriété dont malheureusement qui me concerne ne peut amener qu'un excès, un déchaînement de haine proportionnée. Ne vous inquiétez pas, il y a autant de gens qui m'adorent, il y a des gens qui m'envoient des cadeaux, des gens qui me félicitent, qui me soutiennent, des gens qui m'applaudissent quand je passe, des gens m'arrêtent pour avoir des selfies. C'est plus... effectivement, ça prend une ampleur que je trouve trop importante. Et à l'occasion, ça suscite des diffamations. Dû au fait que j'ai pointé des dysfonctionnements très importants, en particulier à Paris. Et donc, il y a tout un groupe de Parisiens, y compris un qui est arrivé ici, qui me sont extrêmement hostiles parce que j'ai dit devant l'Assemblée nationale que la gestion avait été très mauvaise. Et que donc, un jour, la lumière sera faite sur cet épisode-là. Et ça sera autre chose que des diffamations qu'on fera là. C'est un contrat, est-ce qu'il aurait pu y avoir moins de morts ? C'est une vraie question. Donc, cette question-là, je pense bien qu'il y a des gens qui la craignent. Je suis assez lucide là-dessus. Et donc, il arrive à peu près n'importe quoi. Là, on a inventé, marquant mon nom, que j'avais, moi, fait des essais thérapeutiques sur la tuberculose. Ça fait 20 ans que je n'ai pas vu une tuberculose. Je ne savais même pas de qui il s'agissait. Il n'y a jamais eu d'essai thérapeutique qui a été fait sur la tuberculose. On avait proposé de faire, comme il y a une dizaine d'études dans le monde, mais ça a été refusé, de faire un traitement raccourci de la tuberculose. Ça nous a été refusé, on n'a fait aucun traitement raccourci de la tuberculose, point final. Donc c'est très bien. L'ANSM est venu ici, ce sont des gens très sérieux. Ils ont examiné, ils ont passé une semaine ici à regarder tous les dossiers, les fouiller, etc. Moi j'attends avec beaucoup de sérénité le
le compte-rendu de leur visite ici. Je suis très serein, je n'ai pas d'état d'âme. Ils aient trouvé quelque chose où ils pensent qu'ils sont en désaccord sur des choses mineures, sur lesquelles il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de choses, mais ils pensent qu'on a interprété la réglementation d'une manière différente de ce qu'ils interprètent. Très bien, c'est possible. Bon, écoutez, je ne me prends pas pour Dieu, je ne crois pas que je sois exempt d'erreurs. Donc je fais des erreurs, très bien, je fais des erreurs. Il y a une mission de l'IGAS, IGNR, qui est en cours, très bien, ils nous ont demandé les documents de tout ce qu'on fait, vous savez, on fait tout dans les règles, parce que même si ce n'était pas spontanément notre manière de faire, comme on sait que tous les ans, on a une visite, une inspection, vous savez, je peux vous dire que les dossiers sont à jour. S'ils sont à jour, on suit les règles, on fait attention, parce que à nous, on ne nous permettra pas une sortie de route, je vous le dis. Donc, on est prudent, on fait attention. Quand on fait les choses, on les fait dans les clous, on fait la règle, on garde tous les documents. On ne pourra pas compter sur les documents perdus. On n'a pas les documents perdus. Mais ce qui se révèle à cette époque-là, c'est avec ce niveau de tension que je n'avais pas vu. Je savais que ça s'est passé pendant la guerre, parce que, bien sûr, je le dis souvent, mes parents m'ont passé tous les dimanches à me raconter leur guerre. C'est bien sûr, la diffamation, 2, la délation, c'est les dénonciations anonymes sur des choses qui sont inexactes, qui ont franchi un cap, là, qui ont utilisé des dossiers de malades. On n'a pas le droit de faire ça. Ça peut être puni de 15 000 € et de 1 an de prison, de briser le secret médical pour l'utiliser à des fins différentes de la médecine. Et donc là, on voit bien que pour l'épisode du Mediapart, il y a des dossiers qui ont été transmis par je ne sais qui, mais bien sûr, on portera plainte pour essayer de trouver qui a fait ça. Moi, mon propre dossier, celui de ma femme, celui d'autres de mes collègues, a été violé dans cet établissement, l'Assistance publique de Marseille. Et donc, j'espère qu'il y aura une enquête nationale qui va être mis fin à cette histoire, parce que sinon, ça veut dire que pour me nuire, on peut regarder le dossier de n'importe quel malade, envoyer ça dans la presse et dire, regardez, y compris les malades que j'aurais jamais vus, regardez ce qu'ils font comme bêtises à l'assistance publique, et pas à l'assistance publique, parce qu'on dit, il n'y a pas de dossier de malade dans l'IHU, il y en a 0. Tous ces dossiers, c'est l'assistance publique. L'assistance publique loue des locaux dans l'IHU, met des malades dans l'IHU, a des médecins qui travaillent dans l'IHU, mais l'IHU est le propriétaire des murs. L'IHU n'a pas de responsabilité directe dans les malades. C'est les médecins qui travaillent ici, qui sont employés par l'assistance publique, qui ont cette responsabilité des malades. Donc, il faut faire très attention. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle toutes nos données sont accessibles. Ce ne sont pas nos données à nous, ce sont des données à assistance publique. D'accord ? Il faut que l'assistance publique s'occupe de sécuriser la confidentialité, le secret médical des médecins, où il faut arrêter l'informatique. Si on n'est pas capable de contrôler ce qui se passe là, ça veut dire que tout le monde peut avoir ses données médicales utilisées pour X raisons, sans qu'il le sache, et non anonymisées. Là, il s'agit de gens qui sont parfaitement reconnaissables. D'accord ? Donc, il faut faire très très attention là que la haine n'aveugle pas les gens. C'est ce qui se passe là. Les gens sont aveuglés par la haine. Et quand ils sont aveuglés par la haine, comme ça, je pense que les autorités doivent se poser des questions très 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 précises. Est-ce qu'on peut donner des responsabilités de cette nature pour des gens qui, pour avoir raison, sont prêts à transgresser des règles qui sont millénaires. Vous savez, c'était le serment d'Hippocrate, mais ma bouche taira les secrets que j'aurais vus dans la maison de mes patients. C'est le serment d'Hippocrate. Moi, j'ai prêté ça comme serment. D'accord, donc, c'est très, très grave. D'accord. Donc, il s'agit de dire que je suis un imbécile, que je m'en fiche un peu. J'ai ma propre opinion là-dessus, qui n'est pas bouleversée par l'opinion des autres. Mais ça, là, on touche à quelque chose qui est intouchable. On n'a pas le droit. C'est l'État qui doit garantir notre sécurité. Et c'est les fonctionnaires d'autorité qui doivent garantir notre sécurité, et j'attends bien qu'ils le fassent. Merci beaucoup. Bonjour à tous, moi je suis le docteur Fouché, je suis médecin anesthésiste réanimateur.
Je travaille à la Conception à Marseille, en réanimation qui est spécialisée dans les grands brûlés et les malades d'hématologie, les leucémies, les lymphomes qui s'aggravent et qui sont en aplasie fébrile. Et par la force des choses, j'ai été amené à m'occuper des malades de Covid. Et donc Mathieu m'a demandé de venir parler des malades Covid dans des réanimations. Première chose que je peux vous dire, je pense que c'est important, c'est que j'ai pas de lien d'intérêt. Sur Transparence Santé, j'ai 450 €, j'ai été surpris moi-même d'en trouver autant. Ils sont liés au staff du service qui sont faits où à chaque fois on vous fait signer. Donc là, j'ai été éclairé par Dominique Maraninki sur le vrai visage des laboratoires. Ça m'a permis d'arrêter ça une bonne fois pour toutes. Ma porte est fermée au laboratoire et définitivement. Donc je suis plutôt un petit joueur par rapport à certains autres. Vous avez Sir Patrick Vallance qui est en chef dans le... Comment ça s'appelle dans le groupe de réflexion scientifique du Royaume-Uni, et qui a 600 000 € de conflit d'intérêt avec GlaxoSmithKline. Il a des actions. Et entre 2012 et 2018, il a touché 5 millions de livres sterling de conflit d'intérêt. Mais le gouvernement anglais dit que ça va. Il n'y a pas de problème avec les vaccins. Et puis j'en profite pour vous remercier tous, parce qu'en fait, vu de la conception, vous avez fait un travail absolument incroyable et vous continuez à le faire. Et donc vraiment, j'ai juste mes remerciements à vous donner et mon admiration en fait pour tout ce que vous avez accompli, que vous accomplissez encore. Et tous les gens qui sont juchés dans leur certitude sur la méthodologie en surplomb devraient rougir jusqu'aux oreilles, parce qu'ils ont les mains propres, mais ils n'ont pas de mains. Et donc ils devraient commencer par se cacher, se taire et faire. Je vais vous parler de quelques considérations générales sur la réanimation, et notamment l'idée, pour qu'on soit bien au clair, l'idée que pour tous les patients, c'est une descente aux enfers. Ils vont ressortir avec moins de plumes que ce qu'ils avaient avant, et que leurs conditions préalables de comorbidité s'en trouveront jamais améliorées, mais toujours amoindries. Et que la réanimation, elle est faite pour passer un épisode aigu, elle n'est pas faite pour des maladies chroniques qui arrivent en bout de course. Et ça, c'est bien expliqué par le fait qu'on prend en charge de manière complètement symptomatique, comme des plombiers du corps, mais bon, ça a sa noblesse, les défaillances d'organes et les fonctions vitales, et que ce faisant, qu'est-ce qu'on fait? On donne du temps. On donne du temps au traitement étiologique de faire sa preuve, on donne du temps au système inflammatoire de se calmer, on donne du temps au chirurgien de faire son travail, et donc les Américains ils disent qu'on achète du temps, to buy time. Et en fait, c'est ça notre métier, c'est d'acheter du temps. Et les progrès en réanimation, ces 12 à 15 dernières années, en fait, tout le long de ma vie professionnelle, ils n'ont pas été marqués par l'apparition de nouveaux médicaments, de nouvelles techniques. C'est faux. Il n'y a pas de nouvelles techniques qui se sont développées. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, des applications, des trucs connectés qui ont changé quoi que ce soit au pronostic des malades. Ce qui a changé des choses au pronostic des malades, c'est le fait que les médecins en amont fassent mieux leur travail et aient des armes thérapeutiques plus ciblées, plus efficaces, une meilleure compréhension des maladies. Fait qu'on ne voit plus arriver certains malades en réanimation parce qu'ils sont mieux pris en charge en amont. C'est vrai pour les cancers, c'est vrai pour les leucémies, c'est vrai pour les lymphomes, c'est vrai pour les maladies infectieuses. C'est vrai pour les maladies auto-immunes et les traitements immunomodulateurs qui sont entrepris dans les maladies de système. Et donc on ne voit plus arriver des lupus au stade de poumon lupique, etc. Non, c'est pas... Voilà. L'autre chose qui a participé au progrès de la réanimation, c'est de mieux travailler justement ensemble, la coordination de ces médecins de la réanimation et de la post-réanimation. Une autre chose qui a amélioré, c'est la porosité à l'anesthésie de la réanimation, qui a pris le côté procédural de l'anesthésie et cette volonté de diminuer le niveau de risque. Et finalement, on a arrêté de faire les cow-boys, d'intuber les gens n'importe comment, etc., de faire des gestes qu'on ne savait pas faire. On a commencé à sécuriser les choses sous une forme procédurale. Et ça a diminué le niveau d'iatrogénie de manière majeure. Et c'est une des clés de l'amélioration pronostique en réanimation, c'est d'avoir diminué le niveau d'invasivité et diminué le niveau d'iatrogénie. Et donc, on est vraiment sur cette idée qu'il faut ne pas nuire. Et on va en reparler sur le Covid-19 parce que c'est le grand changement de doctrine qui a changé les choses en réanimation. Alors justement, d'où on part? En mars, on est parti de recommandations venant de Paris qui nous disaient « Bon, vous allez avoir un afflux saturant de victimes, c'est les plans mass casualties chez les Américains et dans l'armée, c'est assez bien codifié. Mais en fait, on n'a pas fait du tout ce qui se fait d'habitude dans l'armée. On a fait l'inverse. Parce que le dogme, c'était « Attention, la transmissibilité du virus, c'est Ebola. Les soignants tombent par paquets de mille. Donc, il faut vous protéger. Et donc, vous n'avez pas le droit d'utiliser des aérosols. Vous n'avez pas le droit d'utiliser des humidificateurs réchauffeurs dans les respirateurs. Vous devez mettre des filtres qui humidifient et qui réchauffent. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça crée plein d'iatrogénie. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ce qu'on appelle l'oxygénothérapie à haut débit. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est de l'oxygène à plein pot, à 50, 60 litres minute, et où vous réglez la FiO2 comme vous voulez,
et qui permet de monter à des niveaux d'oxygénation qui permettent de tenir très très loin l'hypoxémie, sans avoir besoin d'être invasif et d'intuber et de ventiler les gens. Parce qu'une fois que vous les avez intubés et ventilés, là pour le coup vous allez commencer à être super iatrogène. Donc il y a une erreur de dogme initial, en fait. Le dogme réanimatoire qui a été donné par les réanimations parisiennes était faux, était juste simplement faux. Et on s'en est rendu compte de manière très rapide, puisque quand on a fait ce qu'ils nous ont dit, c'est-à-dire qu'à 6 litres d'oxygène, le dogme c'était vous les intubez. Il ne faut pas attendre, hein, parce que là ça va s'aggraver, c'est très grave. Et les femmes enceintes c'était à 4 litres. Attention. Hein. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et au bout de 2 malades, on s'est rendu compte qu'on les aggravait. Pour plein de raisons sur lesquelles on va revenir un petit peu sur la physiopathologie de la maladie, ou en tout cas ce qu'on essaye d'en comprendre au lit du malade, mais pour plein de raisons on les aggravait, et surtout on était dans une logique de gestion de flux qui était complètement stupide, puisqu'une fois que vous avez intubé quelqu'un, en gros vous allez le garder entre 3 et 6 semaines, intubé, ventilé. Si vous avez une courbe épidémique qui monte de manière exponentielle sur 3 semaines, vous imaginez que la personne de 85 ans, la plus fragile que vous avez pris au début pour remplir votre réa-Covid, et voilà, avoir l'air de servir à quelque chose, alors que vous étiez vide depuis 2 semaines, eh ben, elle va rester. Et qu'au moment où vous serez à la 3e semaine d'épidémie, ben, vous aurez votre réa rempli, et vous ne pourrez pas prendre quelqu'un de 65 ans qui a un Covid. Et donc ça, c'est tirer une balle dans le pied dès le départ. Donc comment est-ce qu'on a corrigé le tir? En fait, on a discuté avec les gens d'Italie, on s'est appelé en fait entre réanimateurs, le réseau des réanimateurs en fait est très très dense en termes de communication. On n'est pas d'accord sur plein de choses, on se crêpe le chignon sur plein de choses, mais au moins on se parle et on arrive à soulever des choses. Donc on s'est parlé avec l'Italie, avec l'Est, avec le Nord, etc. Il y a des warnings très précoces pour dire que les dogmes qui avaient été donnés étaient faux et qu'il fallait maintenir ces gens pas intubés et les laisser sous oxygénothérapie à haut débit, les laisser en chier, entre guillemets, et accompagner cette maladie-là. Et donc, c'est la circulation de l'information. Et on va y revenir sur la dernière diapo qui sera sur l'épistémologie épidémique. C'est l'idée que c'est au lit du malade que ça se passe, l'information, et qu'elle remonte et qu'elle s'échange. Ce n'est pas à Paris dans des bureaux. Donc, attention au dogme. Il est question de ne pas le respecter. Une autre chose dont je veux vous parler, c'est l'idée de la réa en tension. La réa était clairement en tension, presque au bord de la rupture en mars, puisqu'effectivement, on a quasiment doublé le parc de lits installés de réanimation. On est aux alentours de 5000 lits en France en réanimation, je ne vous parle pas de soins continus, soins intensifs, etc. Et on a augmenté de 4600 lits à peu près le nombre de lits pendant cette période-là. Donc on a doublé la capacité de manière très rapide. Et là, on peut saluer la réactivité, on a réussi à le faire. Mais à un prix très très lourd, qui a été d'arrêter toute la vie. Et là, on a vraiment besoin de peser la balance bénéfice-risque de ce qu'on fait, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait dans les plans Mascal. Dans les plans Mascal, on ne dit pas on va s'acharner sur celui qui est très très grave. On fait du triage. Le triage, les gens le découvrent peut-être, mais en fait c'est la réalité de la réanimation chaque jour, c'est que la réanimation est en tension en permanence. Elle est en permanence parce que vous êtes coté à la T2A, parce qu'il faut que vous fassiez plus d'actes pour moins cher, et que donc votre réa doit être remplie de toute manière en permanence. Parce que si elle est vide, on vous explique qu'on va vous retirer du personnel. Donc le principe, c'est d'avoir dans votre main, quand vous êtes clinicien, des cartes que vous pouvez jeter de temps en temps. Quelqu'un qui est en post-op et que vous pouvez faire sortir peut-être un jour plus vite que prévu, etc. Et qu'en fait, vous allez passer votre temps à être plein, mais à prendre des patients. Donc on est toujours dans cette situation-là, mais effectivement, cette situation-là, elle n'est pas résiliente, elle n'est pas du tout capable de s'adapter à un choc extérieur. Et là, il y a eu un très gros choc. Et ça a traumatisé une partie de mes collègues. Et donc, ils n'ont pas envie que ça se repasse. Mais la réalité, aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas du tout en tension comme ça. Ça n'a rien à voir en termes d'ordre de grandeur. Ici, l'évolution du solde de patients en réanimation quotidien. Vous voyez ce qui se passe en mars et vous voyez ce qui se passe maintenant. Ça n'a juste rien à voir. Vous avez ici sur PACA, ça c'était toute la France. Ça c'est sur PACA, ce qui se passe, c'est de ce matin. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 500 lits de réanimation sur PACA et vous en avez 160 occupés, à peu près, par des patients Covid. La moitié qui sont ventilés, la moitié qui ne sont pas ventilés. Ventilés de manière invasive, j'entends, c'est-à-dire avec un tube dans la gorge. Et en gros, vous êtes parti pour plusieurs semaines. Et le nombre de morts, c'est le bleu qui augmente doucement, là. On est à 59 morts depuis le 19 juillet. Et tout va bien. Respirez un grand coup, tout va bien. Donc la réalité, c'est qu'on fait peser à la société civile l'incapacité du système à être plastique, à s'adapter simplement et à gérer des flux entrants et des flux sortants.
Comment vous gérez une bouteille qui se remplit trop vite et qui ne se vide pas assez vite? Vous augmentez sa vidange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, vous les extubez avec une FiO2 à 60%, vous leur remettez un OptiFlow et vous coupez l'herbe sous le pied. Et puis vous allez les faire sortir à 8 litres d'oxygène parce que vous savez qu'ils sont dans une courbe où ils vont de mieux en mieux. La CRP est en train de baisser, la ferritine est en train de baisser, la lymphopénie est en train de s'amender, etc. Ils ont plus de virus. Ok, ils vont guérir, c'est sûr et certain. Eh bien, ok, vous allez laisser sortir à 8 litres d'oxygène en service et ce sera très bien. Mais ça veut dire que vous avez pensé un post-réa qui vous vidange les lits de réanimation et vous permet de prendre d'autres gens. En amont, là, il y a tellement à en dire en amont. Mais en amont, c'est pas un problème il faut fermer les restaurants, c'est pas vrai. Qui démontrera que fermer les restaurants diminue le R0 et diminue la tension sur la réanimation? Je relirai son étude avec une grande attention, hein, je vous assure. La réalité, c'est que non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser les médecins prescrire et prescrire quelque chose de cost-effective. Vous sacrifiez l'économie d'un côté dans un premier choix de politique sanitaire, ou alors vous les laissez prescrire ce qu'ils veulent, qui coûte pas cher, qui n'est pas très toxique et qui peut-être pour rapporter gros. Je veux dire, quelqu'un de pragmatique, il n'a pas une hésitation, une seconde. Il laisse faire ça. Vous utilisez la médecine de ville. C'est une maladie qui, pour beaucoup, est ambulatoire actuellement. Et vous n'avez pas besoin de surcharger l'hôpital public pour ça. Vous utilisez le privé. Dans plein d'endroits, le privé n'a pas été utilisé. Ce n'est pas vrai à Marseille, mais à d'autres endroits, il n'a pas du tout été utilisé. Vous utilisez les réseaux de soins en ville. Les gens peuvent tout à fait rester avec 3 litres d'oxygène, des anticoagulants, des antiviraux et des corticoïdes à la maison. Ce n'est pas quelque chose de compliqué à prescrire ni à administrer. Et vous utilisez l'hospitalisation à domicile. Ça a été très insuffisamment fait. Et puis ensuite, vous communiquez tous les jours avec les médecins des services. C'est ce qui se passe, ce qu'on a fait à la conception. On s'est assis au bord de la table tous les jours à 12h30, on a discuté de tous les patients. Et on a fait du triage. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que d'emblée, dès le début, avant même que ça commence, on a dit les gens de plus de 80 ans, grabataires, en EHPAD, avec des polypathologies, avec un cancer métastatique, ils sont sous le dessous de la pile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les soigner. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner et aller les laisser mourir en EHPAD. Ça veut dire que vous les soignez, mais la réanimation pour eux, ce n'est pas quelque chose qui va leur profiter. Parce qu'une descente aux enfers à cet âge-là, ils en sortiront pas du tout indemnes. Et donc, vous les soignez en service, ils sont sous le dessous de la pile, et globalement, ça se passe bien. Et si vous laissez tous ces gens avec beaucoup d'oxygène, et plus loin que 6 litres, parce que là-dedans, si vous les laissez sous 15 litres d'oxygène, il y en a 50% ou 70% qui vont évoluer de manière favorable au bout de 5-6 jours, et qui en fait vont diminuer leur oxygène et s'améliorer. Et puis il y en a 30% que vous allez prendre en réa, et eux, vous allez leur mettre de l'OptiFlow, c'est-à-dire du haut débit. Et pareil, entre 8 et 10 jours, entre 8 et 12 jours à peu près, vous avez 70% qui vont s'améliorer. 50% maintenant dans ce deuxième acte. Et qui vont ressortir en service. Et à la fin, vous n'aurez que 50% de 50% qui sont vraiment intubés, ventilés et qui ont boucan volley. Et vous diminuez le flux entrant. Ça va? Ça, c'est juste les chiffres sur PACA pour que les gens se déstressent, quoi, hein. Tout va bien, les gars, tout va bien. On a eu 534 malades, on a 500 lits de réa à peu près sur PACA, hein. Et il y en a déjà 313 qui sont sortis vivants, et puis on a eu 59 décès. 59 décès, c'est à peu près 11% des hospitalisations en réanimation, on tourne entre 10 et 11%. Bon, bah voilà, ouais, il y a 10% de gens qui meurent. Pour nous, ça correspond à une maladie relativement bénigne en réanimation, hein. On a des maladies bien plus graves, hein, qui sont avec un taux de létalité qui n'a rien à voir, hein. Donc, tout va bien. C'est juste long à gérer, il faut être patient. Et c'est juste contraignant, mais ce n'est pas Ebola. C'est pareil, si vous décidez que vous avez besoin d'un secteur Covid, le secteur il soit vide ou plein, de toute manière c'est comme ça. En fait, c'est pas comme ça qu'ils font à Toulon actuellement. À Toulon, Covid vient parmi les lits de réanimation, et puis ils mettent un portique devant, et puis l'infirmière, elle met le matos. C'est pas Ebola, voilà, c'est comme ça. Et ça se passe bien, et donc quand ils ont un lit, ils prennent, quand ils n'en ont pas, ils n'ont pas, et voilà, et puis s'ils doivent transférer, ils transfèrent, comme n'importe quel autre malade de réanimation. Donc l'idée de sanctuariser des lits Covid, c'est un truc un peu étrange, en fait. Dans lequel, vous le savez, il y a du conflit d'intérêts. C'est pareil, si vous marquez Covid sur la feuille, eh ben, vous touchez de l'argent. Alors, qui est là en ce moment en réanimation et qui était là le premier acte? Qui était là au premier acte chez nous? Des malades hypertendus, diabétiques, obèses, ok. Le classico, quoi. Le classico des fragiles de notre société, qui ne correspond pas au fait que c'est des gens qui vont super bien. Parce qu'on a l'impression que dire ça, en fait, les obèses, ce serait une dérive progressive de la normalité. Non, c'est pas vrai, c'est une maladie grave. C'est notre société est globalement de plus en plus malade. Et donc, il faut le dire, c'est une maladie très grave, en fait, que d'être obèse. Et donc, ça veut dire que ça se traite en amont. Et là, vous aurez moins de gens en réanimation pour Covid sur obésité. Donc, l'obèse hypertendu, diabétique, très bien. Et celui-là, il s'en sort assez bien. En général, il arrive
vous le savez aussi bien que moi, sa phase virifère est terminée, il fait l'orage inflammatoire, et puis ça passe. Et puis globalement, il s'en tire plutôt bien. Et puis vous avez une autre frange de malades, qui nous étaient les immunodéprimés, notamment les greffés rénaux. Les greffés rénaux, ça c'était compliqué, parce qu'eux, ils restent virifères, et en même temps, ils ont l'orage inflammatoire. Et là, ils sont à 22 CT, 18 CT, ils restent comme ça, pendant plusieurs semaines. Et en même temps, ils ont une CRP, une ferritine qui est au taquet, une lymphopénie très profonde, et j'ai l'impression que c'est cette phase de chevauchement des deux qui détermine le niveau pronostic. C'est ceux-là qui sont le plus graves, ceux qui restent avec les deux. On avait quelques femmes enceintes, mais qui finalement s'en tiraient plutôt bien. Il faut rassurer les femmes enceintes. Ça se passe relativement bien. On les a eues en péripartum parce qu'elles avaient un peu d'oxygène. Et il y avait plein d'autres raisons pour lesquelles elles pouvaient avoir de l'oxygène, et pas uniquement le Covid du tout. Et puis actuellement, on avait des insuffisants rénaux chroniques terminaux, et ça a été les plus difficiles. Parce que cela, il y a une variation de l'état de charge en fonction de si vous les dialysez ou si vous ne les dialysez pas, qui a une énorme influence sur le niveau d'hypoxémie. Comme on l'expliquait au niveau physiopathologique, pour le moment, vous savez que les autopsies, elles sont faites sur des gens qui sont complètement cramés et elles sont faites sur des gens qui ont eu de la iatrogénie, vraiment des complications de complications, etc. Et on ne sait pas très bien encore dire ce que c'est que la maladie. On a compris qu'il y a un problème vasculaire, on a compris qu'il y a un problème hématologique et sur la coagulation. Pour certains, on retrouve une alvéolite à cellules mononucléées. Ok, il y a l'histoire des anticorps anti-TNF, anti-interféron alpha. Bon. Pour nous, de manière pragmatique, en tant que plombier, on a l'impression que c'est un problème de capillarite pulmonaire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une maladie des vaisseaux du poumon. Et pas tant de l'alvéole, parce que la compliance pulmonaire, et là c'est vraiment de la spécificité pour nous, mais elle est normale au départ. Et on a l'impression que ça fuse, ça suinte de manière précapillaire de la flotte dans l'interstitium pulmonaire. Et qu'au bout d'un moment, quand l'interstitium est tellement lourd, ça finit par effondrer le poumon, et là pour le coup, vous avez un lobe entier qui s'effondre. Et que là, ça commence à devenir plus grave en termes d'hypoxémie. Et que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les séquelles, elles ne seraient pas tant au niveau de l'alvéole, sur de la fibrose pulmonaire, mais peut-être sur de l'HTAP capillaire après. Ça, j'en sais rien encore, je ne sais pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que les remplir, si jamais vous remplissez à droite, ça va fuser directement dans le poumon, et là, pour le coup, vous avez une sorte de truc qui ressemble à de l'OAP, mais pas lié au cœur gauche. Bon. C'est peut-être flou ce que je vous dis, mais ça correspond, nous, à notre vision des choses, un petit peu comme voilà, des tuyaux, quoi, et de la mécanique de plomberie, quoi. On cherche, quand les gens commencent à s'aggraver, on cherche 4 choses. On cherche est-ce qu'ils ont une embolie pulmonaire, est-ce qu'ils ont un OAP, est-ce qu'ils ont une infection pulmonaire bactérienne surajoutée, et puis est-ce qu'ils ont une aggravation du Covid, et est-ce qu'ils ont une embolie pulmonaire, excusez-moi. Et on va chercher ça de manière systématique. Et en fait, on traite tout ça. On va y revenir. Donc les malades qu'on a actuellement, vous en avez une partie qui sont les obèses hypertendus. Vous en avez une partie qui sont Covid positifs, mais qui n'ont pas de maladie à Covid, et qui sont juste Covid positifs par une politique de dépistage de masse avec une probabilité pré-test qui est juste délirante. Et donc vous vous retrouvez avec quelqu'un de positif. On a une malade avec un lymphome médiastinal qui toussait un petit peu comme ça, et qui s'est retrouvé avec un test positif, et qui est branle-bas de combat dans le service. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on ne va pas la mettre en secteur Covid, elle va le choper pour de bon, et elle doit avoir sa chimio. On l'a mis en réanimation pour la protéger. Et en fait, on a eu un autre qui avait une pneumonie apio avec un choc septique sur une aplasie fébrile post-chimio d'une leucémie aiguë. C'était pas un Covid, quoi. Et ceux-là, ils étaient à 32 CT, à peu près. Voilà. Et c'était pas le problème. Pourtant, ils ont compté dans les stats, hein, et ils font partie du délire collectif. Ils ont compté 5 jours de réanimation Covid dans les stats de PACA. Mais ils ne le sont pas. Ça, pour nous, pour le moment, c'est 3 patients sur 8, dans ceux qu'on a eu jusqu'ici. Vous avez une partie donc hypertendue, obèse, etc. Très bien, ceux-là on les connaît, et ils vont s'en sortir, et ils vont aller bien. Et puis vous avez partie des immunodéprimés avec des polypathologies très sévères. Et ceux-là, en fait, ça c'est compliqué, ça c'est difficile, ça va durer longtemps, et c'est pas sûr qu'ils s'en sortent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire greffe d'organes solides avec immunodépression, pour nous, allogreffe de moelle, etc. Donc est-ce que c'est grave? On peut rassurer les gens, en fait. Vous verrez des réanimateurs qui vous disent que ça peut être n'importe qui, hein, ça peut toucher n'importe qui. C'est pas vrai. Quand vous prenez les dossiers et on discute avec tous les réanimateurs de tous les trucs, il y a toujours quelque chose. Hein. Donc vous et moi, tout va bien. Tout va bien. Et les gens dans la rue, tout va bien. Il faut protéger les plus fragiles. Le traitement, en fait, je pensais que Gilles Kaplanski allait venir aujourd'hui et donc vous parler en gros de l'immunomodulation.
Enfin, vous le savez, hein, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on met des antibiotiques large spectre, et surtout quand on pense qu'il y a une surinfection, puis on élargit encore, quand il y a 39, qu'on a quelque chose de lobaire et qu'il y a une PCT qui monte, mais les arguments sont faibles et on retrouve très rarement des germes, finalement, donc on n'est même pas sûr qu'il y ait une vraie surinfection pulmonaire bactérienne. Mais bon, et puis de toute manière, ils ont reçu tellement d'antibiotiques que c'est complètement décapité, on n'est pas sûr de la retrouver. On met des anticoagulants à dose curative pour l'éventuelle embolie pulmonaire, ou en tout cas pas qu'elle arrive. Et puis on va regarder l'antithrombine 3, parce qu'on a l'impression que tous ces gens très inflammatoires, ils consomment leur antithrombine 3, et ils se mettent très très bas, et vous avez beau les anticoaguler, en fait ça ne marche pas. Et donc il faut doser l'antithrombine 3 et suivre, est-ce que votre héparine, quelle que soit la forme sous laquelle vous l'administrez, est efficace. Vous allez continuer les antiviraux s'ils étaient déjà en cours, et puis là ça dépend des équipes, mais je pense qu'encore une fois, il faut juste regarder la littérature en face, hein, et voilà. Et puis vous allez mettre en route de l'oxygène, et c'est surtout ça, pas d'hiatrogénie. D'abord, ne pas nuire. Donc évitez de les intuber, de les ventiler, parce que vous allez les sédater, que vous allez les bourrer de morphinique, qui vont être encore plus immunodéprimés, qui vont perdre tous leurs muscles, qui vont se retrouver dénutris. Non, 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 laissez-les manger, etc. Laissez-les être dyspnéiques pendant un bon moment, laissez-les avec beaucoup d'oxygène, et suivez ça de près, simplement ça. Et c'est ce qu'on fait, en fait. Et en fait, on n'intube personne la nuit en catastrophe, parce que ça arrive de temps en temps, mais c'est quand même pas une maladie où l'évolution elle est fracassante à la seconde près. Vous voyez venir, vous avez quelques heures devant vous. Hein. Et puis vous essayez de faire de l'immunomodulation. Alors les réanimateurs, ça les fait rigoler, parce que ça fait quand même quelques années qu'on essaie d'immunomoduler les sepsis, et donc ça n'a jamais marché, quoi. Et donc tout le monde dit bon. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Chez les gens pauvres, on a fait des corticoïdes, et puis voilà, c'est recovery, 8 mg de Dexa, puis on a l'impression que ça effectivement, ça écrète un peu la phase inflammatoire. Okay. Et puis pour les gens riches, vous jouez avec des molécules onéreuses, et puis c'est ce dont peut-être Gilles voulait vous parler. C'est les anti-IL-1, c'est les anti-IL-6. À mon avis, il vaut mieux de l'anti-IL-1 quitte à choisir, parce que la durée de vie du produit est beaucoup plus faible. En gros, en 24 heures, c'est fini. Alors on fait des doses bien supérieures à ce qui se fait d'habitude. Hein. L'anakinra, on le fait à 300, voilà, et par voie IV. Mais au bout de 24 heures, c'est fini. Donc vous avez une immunomodulation qui est quand même d'assez courte durée. Alors que quand vous faites du tocilizumab, comme à Paris, là, les anti-IL-6, vous êtes parti pour plusieurs semaines. Et donc il y a des chances que vous guérissiez du Covid, mais qu'ensuite vous ayez la morbidité de l'immunosuppression et que vous fassiez un sepsis après. Donc ça, à mon avis, c'est un très mauvais choix. Et puis vous avez les anti-JAK et les choses comme ça, qui sont toutes les voies de l'enzyme de conversion. Bon, tout ça est fascinant, ou l'interféron bêta. À mon avis, c'est à la marge dans cette histoire. Mais dans les formes graves, on fait des anti-JAK, etc. Et on est en train d'essayer de comprendre et de voir ce qui se passe. On a publié sur ce sujet, sur les anti-IL-1, pendant la première phase. Ok. Il y a vraiment quelque chose dont on ne parle absolument pas et qui me semble absolument fondamental. C'est que quand les malades sont en réanimation, c'est toute la famille qui est malade. C'est tout le monde qui est malade. Les gens, ils doivent arrêter leur boulot. Ils se disent, mais qu'est-ce qui devient? Est-ce qu'il va mourir? Il y a un niveau d'anxiété qui est majeur, en fait. Et on est là aussi pour soigner les familles. La directive, au départ, qui dit, vous n'avez pas le droit de venir visiter vos patients, c'est du délire. Hein. C'est penser que la relation humaine n'a aucune importance. Hein. C'est complètement du délire. Nous avons transgressé cela. Et toutes les réanimations de France ont transgressé cet ordre-là et ont laissé les gens voir leur famille. Avec un horaire de visite pour certains, avec un seul dans la chambre pour d'autres, et puis avec le matos, en les protégeant, etc. Mais on a laissé les gens voir les familles. Et si vous allez plus loin, on parle de la mort et des enterrements. Ouais. Société, quand Airplus est mort, elle va vraiment pas bien. Et puis, la notion éthique du triage, j'y reviens encore une fois, c'est qu'à un moment, si vous dites l'hôpital est en tension et je ne veux pas diminuer le nombre de chirurgies que je fais pour des choses qui sont vraiment nécessaires, il faut assumer. Soit vous mettez de l'argent dans le système et vous le rendez plastique et capable de monter en volume, soit vous dites, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et dans ce cas-là, il y a des gens que vous n'allez pas pouvoir prendre en réanimation. Et actuellement, les réanimations, vous regarderez les dossiers si vous y avez accès, etc. Vous discuterez avec les réanimateurs. Je peux vous assurer qu'il y a des gens où, en tout cas, en termes d'engagement thérapeutique, on peut se poser plein de questions. La dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est la notion d'épistémologie épidémique. Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans un moment charnière de ce qu'est la création du savoir. Et on est en phase épidémique. Et ça pose des grandes questions, parce que vous voyez tomber l'evidence-based medicine. L'evidence-based medicine, en gros, a remplacé le mandarin. Le mandarin, vous disiez la messe, et puis après vous alliez chez le voisin, puis vous disiez une autre messe, puis vous faisiez votre idée. C'était pas si mal, et en tout cas, il avait vu des malades. C'était pas quelqu'un qui faisait semblant. Il avait son idée, mais il avait vu des gens. Et puis vous avez l'evidence-based medicine qui arrive, qui dit non, A versus B dans une grosse série sur un critère principal de jugement.
ce truc-là a tous les biais de l'industrialisation de la création du savoir. C'est-à-dire qu'il vous fait un savoir formaté, toujours le même, comme une industrie fait toujours le même produit, et il va toujours faire un petit peu plus de la même chose sans jamais tolérer aucune bifurcation. Et puis à la fin, vous allez avoir des espèces de grandes usines à fabriquer du PQ qui sont là juste pour faire des publications, quoi, pour agréger des gens, pour qu'ils fassent leurs thèses, pour qu'ils fassent leurs trucs, qui n'ont plus aucune préoccupation de questionner le savoir, d'aller plus loin, de bifurquer, de savoir si vraiment ce qu'on a dit jusqu'ici était juste. Vous allez juste chercher des niches toujours un petit peu plus loin dans ce que vous savez déjà faire. Ce système-là, il arrive au bout de course dans une épidémie. Il n'est pas capable de répondre à la question. Et donc on prétend, et c'est arrivé avec Google Flu Trends en 2008 dans Science, vous vous souvenez, d'un coup, le big data nous dit, attention, moi, par la duplication numérique du monde, je suis capable d'avoir toutes les datas. Parce que dans votre poche, je suis capable d'avoir votre chaleur, votre hygrométrie, votre GPS, et tout ce que vous voulez. Et je vais mettre ça dans un grand truc, et si j'ai un reflet du monde à un instant T, c'est-à-dire qu'à T+1, je vais pouvoir dire comment ça se passe. Ça, c'est Waze. Waze vous pilote. Et par un traitement algorithmique de la data, je vais pouvoir dire ce qu'il faut faire. Et je vais vous déposséder de votre capacité herméneutique sur le réel. Herméneutique, ça veut dire capacité à interpréter les signes du réel. C'est-à-dire à vous dire ce que vous voyez. Non, maintenant c'est Waze qui dit mieux que vous par où vous devez passer. Maintenant, c'est du big data algorithmique gérant des courbes épidémiologiques qui vous disent mieux que vous ce qui se passe. C'est du délire. C'est d'autant plus du délire que ce traitement algorithmique de la data, géré par des grandes majors de l'industrie de la data, justement, qui se trouve être en plus monétarisé au plus haut niveau dans le monde actuellement, en fait, ont un pouvoir prescriptif sur le réel. Si Waze dit à tout le monde vous passez par là, il y aura un embouteillage. Donc ils font le monde tel qu'ils ont décidé qu'il serait. Ça va pas et ça va d'autres. Et c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. La réalité, ce n'est pas ce que vous disent les médias. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut éteindre la télé. Vous savez qu'à l'AP, dans les lits des malades, il y a 3 chaînes gratuites. Il y a APHM TV, qui est-ce qui a envie de regarder des gens se faire charcuter quand il vient d'avoir une chirurgie. Il y a Gulli. Alors, Gulli, c'est vulgaire, c'est moche. Si vous êtes un adulte, c'est juste pas possible, plus de 3 minutes. Et la dernière, vous savez ce que c'est? BFM Télé. C'est pas un scandale? Éteignez vos téléphones portables. Arrêtez de croire que le big data va résoudre votre problème et le grand virage numérique qu'on nous promet, où il y aura de l'intelligence artificielle partout et plus d'humains. Mais dites non. Qui est-ce qui soigne? C'est les humains. Qui est-ce qui crée du lien? C'est les humains. Bon, je suis en colère, vous avez senti. Hein. Il y a tellement d'argent dans ce truc. L'université file à plein pot. On va faire que des startups du numérique. On essaie de faire du low-tech en réanimation, c'est-à-dire de faire des trucs de bon sens. On ne trouve pas un rond, on n'arrive même pas à publier, alors qu'on fait des trucs de bon sens super utiles, qui marchent bien, des petites pirouettes cliniques à tous les étages. Et on nous dit non, mais faites plutôt de l'intelligence artificielle, vous faites une app, là vous aurez tout ce que vous voulez, quoi. Système à l'américaine. On veut transformer l'université française libre en université américaine financée par des majors. Bon, il faut dire non à ça et arrêter ce système-là. Donc finalement, l'épistémologie épidémique, elle se fait là. Elle se fait là, elle se fait par les cliniciens, elle se fait par les vrais gens, et les vrais gens qui se parlent, qui se mettent en réseau. Et c'est ça la force aujourd'hui, c'est qu'on est en réseau. Vous avez plus appris par des tutos sur YouTube que par de l'evidence-based medicine sur cette épidémie. Ça, c'est un changement majeur. Merci à tous. La chasse aux non-vaccinés est-elle ouverte? La semaine dernière, Olivier Véran annonçait des mesures plus restrictives à l'égard des 6 millions de Français récalcitrants. Au même moment, l'Autriche organisait le confinement des non-vaccinés. La France devrait-elle aussi envisager des mesures plus radicales? Ou à l'inverse, s'inquiéter sérieusement de la gestion démocratique de cette crise sanitaire? Pour en débattre, Spoutnik reçoit l'analyste politique Mathieu Slama et le docteur Laurent Alexandre. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors j'aimerais, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'on aborde un fait d'actualité, c'est le variant Omicron qui inquiète les médias pour l'instant, qui affole un peu les médias. Il s'avère qu'on ne sait pas grand-chose encore de ce variant. Est-ce qu'il ne risque pas, Laurent Alexandre, de mettre à mal la stratégie vaccinale s'il s'avérait résistant au vaccin? Pour l'instant, on ne connaît rien du variant Omicron. On a très rapidement séquencé sa séquence ARN, donc on le connaît sur le plan
protéique, on sait quelle est la forme probable de la protéine spike spécifique, avec à peu près une trentaine de mutations, mais on ne sait pas s'il est plus dangereux ou moins dangereux. Les remontées qui viennent d'Afrique du Sud sont pour l'instant plutôt rassurantes. Il semble qu'il y ait 0 mort avec le variant Omicron. Donc on ne peut pas exclure un scénario positif, un scénario rose, dans lequel il serait effectivement plus transmissible, mais serait moins grave que le variant Delta. Pour ce qui est de la résistance au vaccin, il faut 15 jours, 3 semaines pour qu'on ait un début de réponse à cette question, donc nous ne pouvons pas le dire. La seule chose que l'on sait, c'est que Pfizer a annoncé être capable de faire en 100 jours un vaccin contre le variant Omicron, dans l'hypothèse où il serait dangereux et donc où il serait une menace pour la santé publique, et bien sûr dans l'hypothèse où il serait résistant au vaccin ARN messager d'aujourd'hui. Est-ce que s'il est résistant au vaccin ARN messager, du coup ça donnerait un peu de gage à l'argumentaire des antipathes ou des antivax, qui veut dire que la stratégie vaccinale peut être amenée à l'échec, Mathieu Sama? Écoutez, moi, je fais confiance à la science dans cette histoire. Mon seul commentaire là-dessus, c'est, si vous voulez, j'ai l'impression d'un jour sans fin où il y a un nouveau variant qui va arriver constamment. Alors, on est en train de faire toutes les lettres de l'alphabet grec. Je ne sais pas où ça va finir. Mais mon inquiétude, c'est juste de dire, au bout d'un moment, à quel variant on va se dire que peut-être on change un petit peu d'approche politique, et ce sera peut-être la suite de notre débat. Mais à force d'être constamment affolé par les nouveaux variants qui arrivent, on se met à finalement adopter une même politique en permanence, qui est donc une politique pour moi assez répressive et autoritaire. Et j'ai l'impression que ça nous empêche quelque part de réfléchir potentiellement à revenir à l'idée du retour à la normale. Donc on est dans une sorte de boucle sans fin. Je ne sais pas si vous connaissez le film Un jour sans fin. Et on se dit à un moment donné, mais quand est-ce que tout ça va finir? Et ça entretient aussi dans les esprits, et c'est ça ma plus grande inquiétude, ça entretient dans les esprits l'idée que finalement, il faut s'habituer à cette nouvelle normalité du virus qui est présent, d'une part, et que deuxièmement, ça implique désormais de vivre avec des libertés moins grandes, sous un état d'urgence qui est désormais permanent. Et c'est ça ma plus grande inquiétude, c'est qu'on normalise finalement une réaction politique qui est à la fois disproportionnée puis autoritaire. J'aimerais juste vous entendre là-dessus, puisque vous, le problème que vous mettiez en avant dans la tribune, notamment que vous avez signé dans le Figaro, c'était le fait qu'on fasse des non-vaccinés des boucs émissaires. C'est ça? Absolument, c'est-à-dire que il y a deux choses fondamentales dans cette histoire. La première, c'est de se dire, on est tous d'accord, qu'il faut qu'un maximum de personnes se vaccinent. Le problème, c'est la réponse politique à ça. Ah, vous êtes tous d'accord sur ce plateau, parce que oui, voilà. En tout cas, voilà. Moi, en tout cas, je ne suis pas scientifique et je fais confiance au consensus scientifique là-dessus. En revanche, moi, ce qui m'interroge, c'est d'une part la politique qui est menée, c'est-à-dire une politique extrêmement autoritaire qui consiste finalement à dire toute la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui, c'est les non-vaccinés, et on en vient à un discours extrêmement violent envers eux. Et forcément, pour moi, c'est quelque chose, c'est un climat qui est très inquiétant dans une démocratie. La deuxième chose, c'est que finalement, la politique qui est menée est une politique, pour moi, j'ai été beaucoup critiqué pour ce terme, mais je le maintiens, c'est une politique d'une sorte de déchéance de citoyenneté des non-vaccinés, au sens où on leur enlève des droits qui sont pourtant, dans notre Constitution, considérés comme inaliénables. Et je finis juste là-dessus, parce que pour moi, c'est le point fondamental, c'est de dire finalement, la citoyenneté, on fait dépendre de la citoyenneté d'un vaccin. C'est un vaccin qui détermine notre citoyenneté désormais. Et l'accès à des droits, dont des droits absolument fondamentaux. Par exemple, l'accès à la culture, l'accès aux bibliothèques, au théâtre, au cinéma, sont désormais contraints par un pass sanitaire. Et moi, c'est ça l'inquiétude, parce que je rappelle quand même que la République, elle est indivisible, et la citoyenneté, c'est quelque chose qui est aussi indivisible. Il n'y a pas plusieurs catégories de citoyens dans notre pays, normalement. Et c'est ça ma plus grande inquiétude, en plus du climat très, très anxiogène qui est actuel. C'est vrai que le monde a changé. La grippe espagnole a tué pas loin de 100 millions de personnes entre 1918 et 1921. Le dernier cas a eu lieu en France, d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. En France, il y a eu 408 000 morts. On a acheté 408 000 cercueils. Et les gens n'en avaient rien à battre de la grippe espagnole. On regardait les gens mourir et la moyenne des morts était jeune, parce que pour des raisons immunologiques complexes, c'était une forme de grippe qui touchait plus les jeunes que les anciens, parce que les anciens étaient protégés par les anticorps qu'ils avaient reçus de la grippe de 1881, qui ressemblait à la grippe espagnole. Et donc, on a accepté 408 000 morts. La valeur de la vie humaine était très faible, et on sortait de la guerre de 14-18, où la France avait perdu 1 400 000 de ses gamins. À l'époque, l'espérance de vie venait de dépasser 50 ans, mais elle était faible. On vivait face à la mort.
La mort avait une importance extrêmement faible il y a 100 ans pendant la grippe espagnole. Aujourd'hui, nous ne supportons pas la mort. Effectivement, la solution d'aller vers l'immunité naturelle collective sans confinement, en laissant les gens libres de se vacciner ou pas, le prix à payer, c'est 400 000 morts environ, c'est-à-dire la grippe espagnole. La société n'est pas prête à accepter ce qu'on a fait en 1918, d'ouvrir des hangars pour que les gens crèvent, en disant soit c'est Dieu, soit c'est pas de chance, c'est un virus, et on a attendu que ça se passe. Enfin, des gens sont morts. La société aujourd'hui ne peut pas accepter ce qu'on a accepté il y a 100 ans. Donc effectivement, l'arbitrage politique aujourd'hui, c'est d'accepter une réduction temporaire des libertés pour sauver 200 à 300 000 personnes, parce que si on laissait, avec le R0 du variant Delta qui est à 7, si on laisse tout le monde libre de se vacciner, et si on laisse les gens libres de suivre ou pas les gestes barrières, on monterait pas loin de 400 000 morts. Donc c'est vrai que l'augmentation de la valeur de la vie humaine fait qu'aujourd'hui on fait un arbitrage objectivement liberticide, temporairement, et moi-même, de pas avoir pu aller au ski à Courchevel à Noël dernier, ça m'a attristé. La fermeture des restaurants, ça m'a attristé. Personne va pleurer sur mon sort, et je ne pleure pas non plus sur mon sort, mais je fais partie des gens qui ont, comme tout le monde, mal vécu cette période. Mais je constate juste que d'un point de vue politique et de santé publique, nous sommes dans une situation où les gens ne sont pas prêts à accepter qu'il y ait des gens qui meurent dans la rue, comme dans un pays du tiers-monde, et donc il a fallu prendre des mesures assez autoritaires. Et je rappelle que le jour où on a mis en place le confinement en mars 2020, on estime qu'il y a entre 250 000 et 750 000 personnes qui ont été contaminées par le variant, qui n'était pas encore le Delta. On était en phase extraordinairement explosive. Si on n'avait pas confiné à cette époque-là, on aurait eu très probablement 150 000 à 200 000 morts en quelques semaines. Alors, Mathieu Sama. Oui, alors, plusieurs choses. La première, c'est que finalement, vous manquez un peu de nuance dans votre réponse, parce que finalement, on peut se dire, il y a des entre-deux. Par exemple, on aurait pu très bien imaginer la fermeture de certains lieux où la contamination est très forte. Là où je ne vous suis pas, c'est qu'il y a des valeurs sur lesquelles je pense qu'il ne faut pas transiger. Vous savez, c'est le fameux débat qu'on avait face au terrorisme, c'est de dire on ne peut pas transiger avec nos valeurs face au terrorisme et que la fin ne justifie pas tous les moyens. D'ailleurs, on a un petit peu transigé avec ça, malheureusement, mais disons que c'est un questionnement qu'on a eu notamment lors des débats autour de la déchéance de nationalité, où dans le pays, beaucoup de gens se sont levés contre ça parce que les gens considéraient que là, on touchait au fondement de notre modèle républicain et qu'il ne fallait pas le faire. Donc ça, c'est une première chose. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas cette réflexion face au virus, alors qu'on l'a eu de manière générale, même si on a parfois un peu cédé à la peur face au terrorisme. Mais surtout, vous dites une chose, c'est que on aurait eu des centaines de milliers de morts en plus. Bon, moi, je ne sais pas, encore une fois, je vois simplement que, par exemple, ce qu'a fait la Suède, c'est-à-dire tenir à peu près bon sur le maintien des libertés, je dis à peu près bon, le résultat n'a pas été catastrophique. Le résultat n'a pas été très très bon, mais le résultat n'a pas été catastrophique. Donc je pense qu'on peut aussi considérer qu'il y avait peut-être un juste milieu entre d'un côté l'enfermement total d'une population sous surveillance policière, parce que le confinement, il faut rappeler que c'est quand même ça, c'est un état policier qui se met en place. L'historien Johan Chapoutot a même comparé cette période à Vichy. Donc un pouvoir disproportionné donné aux policiers, des gens enfermés chez eux, il y a des gens qui ont fait de la prison ferme à cause du confinement. Donc ça, on peut considérer que ça, c'est une ligne rouge qui a été franchie, et on peut considérer que c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas en arrière. Et c'est là-dessus que je veux finir très rapidement, parce que ça me paraît important. Vous dites, en gros, c'est provisoire. Mais vous oubliez deux choses. La première, c'est que nous sommes en état d'urgence depuis la moitié du temps, depuis 5-6 ans environ. Depuis les attentats de 2015, l'état d'urgence est un peu notre normalité, on va dire, de gouvernement. Et je rappelle que l'état d'urgence, c'est quand même la mise entre parenthèses des règles de droit démocratique. Donc c'est pas rien, l'état d'urgence. Et deuxièmement, vous ne voyez pas, enfin je pense que peut-être que vous considérez que ce n'est pas grave, mais vous ne voyez pas la gravité d'une situation où on normalise en fait des choses qui sont absolument gravissimes et exceptionnelles, et que maintenant on considère que pour faire face à des crises, parce que demain, il y aura la crise climatique, il y aura d'autres, peut-être, attentats ou quoi que ce soit, eh bien, on va considérer qu'il est normal de prendre des mesures comme de confinement, comme des passes ou quoi que ce soit, pour gérer ces crises. Et moi, c'est ça qui m'effraie le plus, c'est de dire que la démocratie, finalement,
n'est plus envisageable pour gérer des crises et on l'a mis entre parenthèses. Laurent Alexandre, juste là-dessus, effectivement, la question des limites, jusqu'où on va pour arrêter cette épidémie, est-ce qu'on devrait aller vers un modèle, par exemple, comme l'Autriche, qui a décidé de confiner les non-vaccinés? Mais le problème, c'est que c'est un arbitrage très compliqué. Ah, je suis d'accord. Combien on sacrifie de gens fragiles, de cancéreux en chimiothérapie qui meurent très souvent quand ils sont touchés par le virus, d'enfants leucémiques sous chimiothérapie, d'insuffisants rénaux, de gens âgés, de gens fragiles. Combien en sacrifie-t-on par rapport au maintien des libertés? C'est un arbitrage extrêmement difficile, c'est ça la politique. Moi, je n'ai pas de réponse simple. Je me contentais de dire, si on ne prend aucune mesure liberticide, il faut accepter d'enterrer 250 000 personnes supplémentaires. Et politiquement, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas la réponse. S'il y avait des réponses politiques et de santé publique simples, ça se saurait. Des mesures liberticides, on en a pris jadis pour d'autres maladies. Alors, bien évidemment, le Covid tue entre 0,25 et 0,5% de la population. On ne peut pas comparer avec la variole. Mais quand on a voulu éradiquer la variole sur Terre, et la variole au XXe siècle, au seul XXe siècle, a tué 300 millions d'êtres humains. Quand on a voulu éradiquer la variole, et on a réussi à l'éradiquer, il n'y a plus de morts de la variole aujourd'hui, on a envoyé l'armée dans les zones où les gens ne voulaient pas se faire vacciner. On a envoyé les automitraillettes avec des gens, avec des flingues, et on a forcé les gens militairement à accepter la vaccination. Et on a trouvé à l'époque que c'était normal pour éradiquer une maladie qui tuait 300 millions de personnes. Et au XXIe siècle, personne ne va mourir de la variole parce qu'on a éradiqué par la force la variole de la surface de la Terre. Il n'y a plus un seul virus de variole qui circule. Donc c'est un arbitrage compliqué. Je n'ai pas la réponse. Moi, je ne sais pas s'il faut accepter de réouvrir et de tuer 100 000 personnes ou pas. Mon sentiment de père de famille nombreuse, mon sentiment de citoyen, mon sentiment de médecin, c'est qu'il vaut mieux accepter quelques limitations de liberté que d'accepter 100 000 cercueils de plus. Mais je conçois très bien que ce soit un arbitrage difficile et qu'on puisse dire « je préfère le maintien des libertés » et on va sacrifier quelques dizaines de milliers de gens fragiles, de cancéreux et de vieillards. Mais comprenez bien que l'arbitrage, il est plus compliqué que vous le présentez. C'est pas liberté versus non-liberté. C'est liberté face à beaucoup de morts. Et c'est ça la santé publique. Et en aucun cas, ça ne peut être facile. Je regrette, comme tout le monde, les mesures liberticides, mais je le répète, en tant que médecin et que père de famille, je pense qu'il est légitime de réduire certaines libertés pour sauver 100 000 à 200 000 citoyens, concitoyens, gens de notre entourage. Il y a là un dilemme. Et moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'il faut accepter temporairement quelques mesures casse-couilles plutôt que d'avoir 100 à 200 000 cercueils sur la conscience en plus. Mathieu Samar, là-dessus? Oui, parce que c'est vraiment... Je suis d'accord sur un seul point, c'est de dire que c'est un arbitrage. C'est difficile. Qu'en effet, c'est difficile et que dans un arbitrage, en effet, il y a la possibilité qu'en maintenant, on va dire, l'état de droit et les libertés fondamentales, on prend le risque, en effet, d'avoir un bilan humain un plus lourd. Moi, je ne suis pas convaincu, en revanche, que, comme vous le présentez, que ce soit comparable avec des situations épidémiques par le passé, au sens où on a des exemples, comme par exemple la Suède, ou comme l'Angleterre aujourd'hui, qui a décidé de se retirer de toute politique autoritaire, où il n'y a pas de catastrophe. Qui viennent en remettre il y a 24 Mais heures. là où ce que je veux dire simplement, c'est qu'on n'est pas dans des petites mesures liberticides. Vous avez dit des mesures qui sont embêtantes. On n'est pas du tout dans ce Vous avez dit quelques mesures liberticides, voilà. Je suppose que c'est sur on est vraiment dans une révolution politique. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel... Pensez-vous qu'il y a une normalisation de ces atteintes à la liberté? C'est plus que ça. On est vraiment dans une révolution politique. Le confinement est une révolution politique au sens où c'est un État policier qui se met en place de manière systématique avec une surveillance généralisée de la population. Et des gens qui sont enfermés chez eux, que l'État enferme chez eux, de force, de manière totalement arbitraire. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, dans un pays démocratique, est une chose qui est irréparable, le confinement. La deuxième chose que je veux dire, c'est le pass sanitaire. Encore une fois, on joue un peu les apprentis sorciers avec cette mesure, qui consiste, encore une fois, à donner des droits à certains et les enlever à des autres pour amener certains à un comportement. Le problème de cette mesure, c'est une mesure qui potentiellement peut s'appliquer à tout.
C'est-à-dire que demain, on pourra avoir un pass climatique, un pass sur la délinquance, un pass sur, je sais pas moi, sur tout un tas de sujets, même sur la consommation. On pourra avoir des passes ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Et en fait, on met en place quelque chose qui détruit de l'intérieur notre modèle démocratique. Et c'est pas une petite mesure, c'est ça que je veux dire. Récemment, il y a eu un sondage qui a montré que, alors les sondages, voilà, mais c'est quand même des indications. Un sondage a montré que 60% des Français étaient favorables au confinement des non-vaccinés. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 60% des Français veulent enfermer une partie des citoyens français. Et c'est ça qui moi, je vais vous dire. Et c'est ça, moi, qui m'effraie. Pour sauver 100 000 de nos concitoyens fragiles, je suis prêt pendant quelques mois encore à sortir mon iPhone quand je vais au restaurant et ça ne me pose aucun problème. Ce serait le contraire qui me poserait le problème. De tuer 100 000 personnes par connerie parce que je ne veux pas sortir mon passe sanitaire et mon téléphone et voir les gens âgés, les gens malades dans mon entourage mourir, c'est inacceptable à mes yeux. Et moi, c'est le contraire de ce que vous dites. Ça ne me pose aucun problème de sortir mon iPhone pour sauver 100 000 personnes. Ça ne me pose aucun problème. Alors, sur cette critique plus largement d'un basculement vers une société de flicage et l'opportunité de la crise. Mais personne ne veut une société de flicage. On est face à une crise, effectivement, avec l'apparition de nouveaux variants. C'est difficile de la piloter. Des mesures liberticides ont été mises en place. Une incitation forte à la vaccination a été mise en place et je la cautionne. Et j'ai personnellement écrit avec Nicolas Bouzou dans le Figaro que j'étais pour la vaccination obligatoire chez les gens fragiles de plus de 50 ans. Donc le pilotage de cette crise est difficile. Il n'y aura pas de maintien de mesures liberticides après l'épisode du Covid. Je crois que c'est un... Mais ça, on dit ça depuis 2 ans. Je crois que c'est un fantasme. En tout cas, c'est mon opinion politique. Et je le répète, sortir mon téléphone portable pour sauver 100 000 vies, moi, ça ne me pose aucun problème. Et c'est un arbitrage moral que je trouve parfaitement acceptable. Alors, M. Sama, j'aimerais avoir votre avis sur la vaccination obligatoire. Est-ce que, d'une certaine manière, Emmanuel Macron, de manière même stratégique, n'aurait pas dû, par exemple, dès le début, l'imposer à la population en disant, voilà, nous allons vers une vaccination obligatoire, c'est une mesure coercitive, mais nous l'assumons. On est... Plutôt que ce que vous dénoncez, oui, bien sûr, mais le pass sanitaire, c'est une vaccination obligatoire. Aujourd'hui, il reste 6 millions de gens vaccinés. Bien sûr, mais comment dire, c'est plus qu'une incitation, c'est une mort sociale, une quasi-mort sociale infligée aux non-vaccinés. En plus, là, avec les récentes mesures où maintenant, il n'y a plus que 24 heures de tests, les tests ne sont plus que valables 24 heures, ils sont en plus payants. Les non-vaccinés qui font un test, pour moi, on est dans l'obligation vaccinale. Le problème de l'obligation vaccinale, et après je voudrais juste répondre à ce que vous avez dit, mais le problème de l'obligation vaccinale, c'est qu'est-ce qui se passe si les gens ne veulent pas se faire vacciner ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'eux ? Ils vont en prison, ils ont des amendes, ils perdent leur emploi. Qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est ça, moi, le problème fondamental. C'est que dans l'absolu, on peut se dire ça va permettre de sauver des vies, mais qu'est-ce qui se passe pour les quelques millions, parce que ça sera peut-être ça, ou quelques centaines de milliers de Français qui résisteront pour quelque raison que ce soit ? Qu'est-ce qui va se passer pour eux ? Ils perdent leur emploi, on va les rééduquer, on va faire... C'est ça, moi, le problème fondamental. C'est que, encore une fois, c'est une mesure qui consiste à dire il y a des citoyens qui vont se retrouver criminalisés d'une manière ou d'une autre. Donc c'est ça pour moi qui est extrêmement dangereux dans la vaccination obligatoire. Et moi je voudrais juste vous répondre parce que finalement... Un dernier mot, parce qu'on s'achemine vers la fin. Un dernier mot, mais parce que je trouve que c'est intéressant, parce que finalement c'est vraiment, comme vous dites, une question d'arbitrage. Et moi je crois que en fait, toute l'histoire de la France, notamment républicaine, ça a été de dire, dans les grands moments compliqués, les grands moments de crise, les grands moments difficiles, on choisit nos principes. On choisit notre constitution, on choisit la défense de nos modèles républicains. Ça a toujours été le cas dans les moments de graves crises que la France a connues. Et je crois que cette crise, aujourd'hui, elle est l'occasion, pour moi et pour ceux qui défendent les libertés, elle est l'occasion de rappeler que finalement, peut-être que dans notre pays, ce qui est plus important que, comme vous dites, la santé ou des objectifs de santé publique quoi que ce soit, peut-être le plus important quand même, ça reste nos règles de droit, notre constitution, notre démocratie. C'est des choses pour lesquelles qui méritent qu'on se batte pour ces valeurs. Et je suis désolé, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites c'est pas grave, j'ai juste à montrer mon téléphone, quoi que ce soit. Pour moi, finalement, la chose la plus importante qu'on a, c'est notre constitution, c'est notre démocratie, et on est en train de jeter tout ça à la poubelle. Et moi, ça m'inquiète énormément pour l'avenir, parce que on est en train de normaliser des choses qui sont profondément choquantes et qui justifieront absolument tout et n'importe quoi. La politique que vous proposez, c'est tuer 100 000 à 200 000 de nos concitoyens, et je n'en veux pas. Pas du tout.
On va s'arrêter là-dessus. Merci messieurs d'avoir accepté cet échange. Je rappelle du coup, Laurent Alexandre, que vous êtes chirurgien, fondateur du site Doctissimo et président de DNA Vision. Mathieu Slama, vous êtes de votre côté consultant, analyste politique et enseignant au CELSA. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à aimer, commenter et évidemment à vous abonner à notre chaîne. À bientôt. La vérité, c'est que malheureusement, on manque de recul. Mardi matin, ces propos du professeur Combes sur les vaccins contre le Covid-19 ont jeté un froid. Dans un pays où la défiance vaccinale ne cesse de croître, selon ce dernier sondage, 52% des Français refuseraient le vaccin, 4 points de plus qu'il y a 15 jours. Vous m'avez posé la question, est-ce que je me ferai vacciner? Donc la réponse est bien évidemment oui, je me ferai vacciner. Avec le vaccin chinois, c'est ça? Pourquoi pas. Mais pas avec ceux qui arrivent. Avec ceux qui arrivent, pour l'instant, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas ce que ça vaut, quoi. Je n'ai pas le recul nécessaire. Mettez-vous à ma place. J'ai toujours pas vu une publication scientifique qui corresponde à ces vaccins. Donc moi, me vacciner avec des produits que je ne connais pas, dont je n'ai d'informations que par les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques, c'est quand même leur faire une confiance aveugle et absolue. Éric Combes demande plus de transparence sur les vaccins à base d'ARN messager, comme ceux de Pfizer et Moderna. Et justement, les données viennent d'être publiées, selon ce généticien. Un rapport de 92 pages, qui est le rapport extrêmement fouillé, à la base duquel les autorités sanitaires américaines vont donner leur avis favorable à la vaccination, étudie le dossier. A été publié également le rapport utilisé par les autorités britanniques pour donner leur avis. Je les ai lus tous les deux. C'est extrêmement important et je pense que mon collègue et ami, le professeur Éric Combes, qui est favorable aux vaccinations en règle générale, devrait trouver dans ses publications ce qu'il cherche. Interrogé hier par Le Parisien, le professeur Combes fait part de ses doutes. Après l'analyse du rapport de l'Agence américaine du médicament sur le vaccin de Pfizer. Je n'ai jamais vu une fréquence aussi élevée d'effets indésirables pour un vaccin. En dehors des réactions minimes, d'autres effets indésirables sont recensés à des taux relativement élevés, surtout chez les jeunes et après la deuxième dose. En toute sincérité, selon ses confrères, le professeur Combes livre ses inquiétudes, avec la peur au ventre d'être considéré comme un complotiste. Mais pour lui, le risque principal, c'est de discréditer la vaccinologie en cas d'échec. Il refuse donc de se précipiter. On aura beaucoup plus de données dans 1 mois ou 2 mois, quand le vaccin arrivera, et on pourra faire un point à ce moment-là sérieux sur les avantages et les inconvénients, expliquer aux gens l'intérêt qu'ils ont à se vacciner ou à ne pas se vacciner. On va commencer probablement par vacciner les personnes âgées, et ensuite aussi il faut protéger le personnel médical parce qu'il est plus à risque que tout le monde. Et quand on en sera à vacciner la population générale, peut-être qu'ils auront moins peur du vaccin et que ça sera plus facile de vacciner l'ensemble. D'ailleurs, de toute façon, si la moitié de la population veut bien se vacciner, ça ira très bien. En France, cette campagne de vaccination hors norme se déroulera en 3 phases. La première concerne le million de seniors en EHPAD. Elle doit commencer au mois de janvier, une fois les vaccins validés. Alors, je pense qu'il faut suivre les recommandations des autorités françaises, notamment vacciner les plus de 65 ans. Il est absolument anormal qu'actuellement, à l'entrée de l'hiver, je crois que les chiffres sont de 17%. Il n'y a que 17% des plus de 65 ans qui ont reçu une 3e injection. Donc ça, c'est absolument anormal. Je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet là-dessus, parce que sinon, ils risquent de rentrer dans les hôpitaux cet hiver, puisqu'on sait que la protection conférée par le vaccin diminue avec le temps. Donc il faut absolument la renforcer chez les personnes les plus fragiles, les plus de 65 ans, les personnes également de moins de 65 ans qui ont des comorbidités, c'est-à-dire des pathologies associées qui les mettent à risque de Covid sévère, les hypertendus, les problèmes cardiaques, les diabètes, l'obésité, notamment toutes ces personnes-là, diabétiques, obèses, à mon avis, devraient avoir une 3e injection. Est-ce qu'il faut vacciner les enfants? Les États-Unis ont commencé à vacciner les 3-17 ans, enfin les très jeunes, les 3-12 ans, pardon. Est-ce qu'il faut faire la même chose dans notre pays?
Écoutez, on pense tous que c'est un peu tôt encore pour dire qu'il faut vacciner les enfants. La priorité, ça doit vraiment être de vacciner les personnes qui ne sont pas vaccinées et les personnes qui ont besoin d'une 3e injection et qui n'ont pas encore eu cette 3e injection. Ça, c'est la priorité.